mentalement, c'est le nerveux. Le nerveux, j'ai pas récupéré. Je vais te dire un truc, je l'ai même pas vu, je savais même pas qu'il était. Et du coup, là, j'ai totalement débranché. Un état vraiment de concentration, adrénaline qui arrive. Je ne sens plus rien. Je fais plus attention à rien en soi. J'allais dire, est-ce que tu t'en rappelles parce que Non, en fait, j'ai un peu c'est comment dire, des flashs. Je pourrais pas te décrire vraiment toute la fin. Ça m'arrive souvent dans ma belle campagne. Je me mets vraiment des doses à l'entraînement et je finis en PLS dans le fossé. Mais parce que j'ai plus rien quoi. Je suis en train de t'imaginer là, allongé dans le fossé à la campagne. Un jour, ça va m'arriver qui arrive à s'arrêter dans un fossé. Bienvenue sur ce nouvel épisode d'Endorphine, le podcast où on est là pour s'inspirer mutuellement quand on court, essayer d'aller glaner des petites expériences, que ce soit les miennes ou celles de mes invités. Aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis avec Jean-Samuel. Bienvenue Jean-Samuel. Merci. On est là pour parler de marathon, mais d'un marathon un petit peu spécial. Vous allez comprendre, on va vous expliquer tout ça. Ça va être vu en long, en large et en travers. Mais avant ça, j'aimerais que Jean-Samuel, tu te présentes, tu dises un petit peu aux gens d'où tu viens, qu'est-ce qui t'a amené à la course à pied et que tu m'expliques un petit peu quel est le défi qu'on va explorer aujourd'hui. Alors, Jean-Samuel Tribu, j'ai 29 ans, j'habite à Fontaine, un petit village dans le Lyon, en Bourgogne. Je bosse dans une entreprise de charpente, je suis pompier volontaire à côté. Une de mes plus grosses passions, c'est le sport, donc différents sports. Là où je suis le plus fort, c'est pas forcément en course à pied. C'est là où je suis le plus fort, c'est en traction. On a un record du monde par équipe et puis j'avais fait une tentative l'année dernière en faisant un 24 heures traction. Il faut faire le maximum de traction durant 24 heures. Sous le Guinness Book, que j'ai pas réussi pour de multiples raisons, mais on n'est pas là pour parler de ça. La course à pied, j'ai toujours un petit peu couru, pas forcément de façon sérieuse. Et j'ai toujours aimé ça. Ça a toujours été une passion. Le projet marathon, je voulais faire quelque chose en lien avec les pompiers et j'ai eu cette idée-là. Je ne sais pas réellement comment elle est venue à l'idée, mais j'ai trouvé ça cool et du coup j'ai commencé à réfléchir et puis je me suis projeté. J'ai vu si c'était possible ou pas parce que il y a quand même beaucoup de contraintes. Rien que l'équipement, on peut pas faire ce qu'on veut. On est quand même avec un équipement de pompier, de professionnel. Et du coup voilà. Et puis du coup l'aventure. L'aventure, c'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui. Là, on est 3 semaines et demie après le marathon de Paris, donc on sait déjà quelle a été l'issue. Mais avant ça, on s'était rencontrés il y a quelques semaines, avant le marathon, pour justement voir comment s'était passée la prépa, quels allaient être les enjeux. Donc un petit retour en arrière pour voir tout ça, et on se retrouve un petit peu après. Bon, du coup, JS, raconte-moi comment t'es venue cette idée. Parce que courir un marathon, bon, ok, on est quand même beaucoup à avoir cette idée un peu folle. Le courir en tenue de pompier, c'est quand même un gros cran au-dessus. Et je pense qu'il y a peu de monde qui le... Il y en a qui l'ont déjà fait, ouais. Pas tant que ça, j'imagine. J'aime beaucoup les défis et ce que j'aime encore plus, c'est faire des défis où je ne suis pas sûr de réussir. Moi, c'est vraiment mon moteur en soi. Parce qu'en soi, l'idée, demain je m'inscris à un marathon, dans l'idée, c'est grande chance que je le termine. Et du coup, là, je lance un défi. Alors, je suis pompier volontaire à côté. Et du coup, associer les deux, je me suis dit top. C'est une bonne idée, un beau défi pour 2024 où j'avais besoin d'une pause un peu... c'est marrant de dire une pause. Alors moi, quand je fais des pauses, je ne fais pas des marathons en tenue de pompier, mais chacun son truc. J'avais besoin d'une pause mentale parce que normalement mon vrai sport c'est pas du tout courir, c'est au niveau des tractions. C'est là où vraiment je performe. Et du coup, précision, donc avant ça, tu as déjà fait des 24 heures de traction, tu as aussi des titres de champion de France sur ce sujet-là, donc pas un sportif lambda dans tous les cas de base. Ouais, j'ai fait au total 5 24 heures traction. J'en ai abandonné un sur les 5. Et donc, sur les 5 aussi, j'ai fait une tentative de record du monde que j'ai échoué. Mais où j'en ai fait 5675. Et sinon... Je rigole parce que là, un de mes objectifs cet hiver, c'est de réussir à faire quelques belles tractions des vrais. Et j'ai démarré en mode, pour l'instant, c'est 0. Donc, je ne vise pas d'en faire 5800. Déjà, quelques-unes, ça me plairait. Donc, mais ça va venir. Un autre défi. C'est une autre endurance. Mais ouais, c'est assez costaud dans tous les cas. Tu ne devrais pas avoir trop de mal à tenir ta tenue. Quoique, tu vas me dire que sur 42 km, ça va quand même être difficile. Quoi qu'il arrive, ça va être long.
Ça Ouais. va être long. Et puis sinon, j'ai un record du monde avec les copains là, où on a battu les Américains sur 2 heures en équipe de 5. Voilà. Mais moi, mon gros objectif, c'était sur 24 heures. C'est là où ça devient intéressant, quoi. Le long, pour moi, c'est là où ça devient intéressant en sport. Donc un marathon, c'est relativement court pour toi encore, quand on voit qu'on parle de Là, 24 là, heures? bah, en tenue de feu, ça va être quand même un peu long. Mais sinon, non, c'est pas. Voilà, mais je pense que ça va être intéressant quand même, là, déjà. Magnifique défi, mais il y a quand même une raison en plus derrière tout ça. Il y a une bonne cause que tu vas défendre. Raconte-nous un petit peu pourquoi tu vas courir. Ouais, j'aime beaucoup associer ça avec le, le monde associatif, etc. Quand on peut aider, genre, je trouve ça super. Et je l'avais déjà fait pour ma tentative de record du monde, où j'avais récolté des milliers d'euros pour l'ODP. L'ODP, c'est l'œuvre des pipilles et fonds d'entraide des sapeurs-pompiers de France. Et du coup, là, je vais être floqué, mon casque va être floqué aux couleurs de l'ODP. Et en même temps, j'ai un dossard solidaire pour handicap international, où j'ai rapporté un peu d'argent pour handicap international. Et je trouve ça super. Et lors de ma tentative, j'avais vraiment été touché de tous les messages de personnes à qui ça va, et je continue à en recevoir, c'est ça qui est bon, de tous les messages des personnes qui avaient bénéficié de l'ODP. Et je trouve que vraiment ça vaut le coup quand on peut le faire, et là c'est le cas. Et puis comme c'est un petit peu un événement, quelque chose de grandiose, le marathon. Et en plus, je le fais dans un cadre un peu particulier, donc ça met toujours en lumière. Et je pense que c'est très important de parler de ce genre d'association. Voilà. Donc c'est un double. Est-ce que du coup, il y a un lien, quelque chose qu'on peut mettre où les gens vont pouvoir participer s'ils veulent soutenir tout ça? Voilà, du coup, pour l'ODP, vous pouvez aller sur le site, c'est très très facile. Et en plus, c'est très bien décrit. Et vraiment, bon, par exemple, sur l'ODP, c'est 1588 orphelins en France. Donc, c'est quand même un nombre très important. Et vraiment, je trouve ça vraiment important de soutenir parce que c'est un de leurs parents qui ont fait un gros sacrifice. Hein. C'est pas anodin quand même, le monde des pompiers. Et pour Handicap International, les gens peuvent aller sur le site du marathon et il y a mon nom et mon prénom. Donc, c'est Jean-Samuel Tribu. Ils peuvent soutenir Handicap International. Voilà. On mettra tout ça dans la description de la vidéo, donc allez-y. Qu'est-ce que tu anticipes toi est-ce que tu as déjà une idée de comment ça va être avec l'entraînement que tu as pu faire? Tu visualises un peu comment ça va être la deuxième partie du marathon? Parce que comme pour tout, la première partie, ça passe, c'est dans le dernier tiers que c'est vraiment dur. Ce qui est marrant avec courir à l'Est, c'est que tout est un peu dur. Moi, du coup, rien que la première partie, je ne sais pas comment je vais trop réagir. Et la deuxième partie, encore moins. Mais normalement, je pense que, comme tu dis, la première partie, je me suis quand même entraîné sérieusement pour ce genre de choses. Mais courir comme ça peut toujours faire des surprises. Et donc, il faudra s'adapter. C'est ça qui est intéressant. Et la deuxième partie, très mentale, mais je suis là pour ça, moi. C'est bien, c'est qu'en réalité, tout ce que tu décris là, c'est exactement la même chose que va se dire un marathonien qui court en tenue normale, juste que toi tu rajoutes un cran au-dessus on va pousser tous les curseurs au maximum pour s'assurer que ça devienne dur, mais on parle bien d'un marathon dans tous les cas. Alors je précise, voilà, je le fais en tenue de feu, mais je vais le faire en chaussures en running, parce que je ne veux pas le faire en Rangers, parce que j'ai des petits projets à droite à gauche après, et j'ai pas envie de laisser un genou, etc. Le but, c'est le défi en soi. Un défi intelligent, quoi. Pas faire ça totalement non plus. Il n'y a aucun record à aller chercher, il n'y a rien de tout ça. Le temps, bon, j'ai envie de faire une perf, on ne va pas se le cacher. Mais voilà, il n'y a pas de gros défi, donc j'ai réfléchi. Ça, c'est la première chose. J'aurais pas ma cagoule en dessous le casque, parce que c'est surchauffe assuré. Au niveau de la tête. Et je me suis entraîné comme ça et c'est violent. Voilà, donc c'est les deux seules choses où. Quand tu dis que tu vises une perf, tu as une idée en tête déjà de ce que tu aimerais faire? Je voudrais bien moins de 4h30, ça sera beau. Ça
ça sera beau. J'ai quand même vu que tu postais des petits runs sous les 5 minutes au kilomètre malgré ton lest. Donc en effet, il y a quand même, tu t'es pas entraîné à moitié sur tout ce que tu as fait, quoi. J'ai vu une séance en tout cas qui m'a marqué dans ce que tu m'as montré. Séance de 4h48. Ouais. Tu me la racontes un peu celle-là parce qu'elle est très costaud quand même. Alors je cours, j'y l'ai lesté et du coup j'ai fait 20 km en 1h38, lesté donc à 10 kg. Et après beaucoup d'exercices de CrossFit, donc alterné, j'ai fait 300 burpees, 300 tractions. Je faisais 3, 3, 3, 3, 3, 3. Après j'ai fait 300 sit-up, j'ai fait 300 kettlebell. Après j'ai fait 1 km où j'avais dans chaque main 16 kilos. Et après j'ai fini... 1 kilomètre. Ouais. Parce que faut avoir bon là ça n'a rien à voir avec la course, mais il faut la tenir pendant 1 kilomètre. Ouais, mais je fais un petit peu d'escalade, etc. Et un petit peu d'alpinisme et du dry tooling. Ça. Ok, donc tu es assez complet comme sportif. J'aime bien tout, dès qu'il y a une belle aventure, ça me tente. Et du coup, voilà, et puis j'ai fini pour les crossfitters par un Murph, mais non lesté. Donc c'est 3,2 km de course à pied, sans traction, 200 pompes, 300 squats. Ça dans la dernière heure, quoi, au bout de 4 heures d'effort, voilà, pour être sûr de bien te... Voilà, et puis c'est intéressant, donc c'est pas du tout à faire... Oui, on vous recommande pas de faire ça à la maison. C'est pas forcément la prépa marathon classique. Non, c'est rien à voir, mais c'est pour se rassurer un peu au côté mental. C'est intéressant, parce que forcément, j'étais rincé après ma sortie course à pied, 20 bornes comme ça à lesté, j'étais déjà complètement rincé. Et donc là, il faut relancer la machine et puis enchaîner, sans broncher. C'est intéressant. Moi, j'aime bien ce genre de séance. Voilà. Puis, de toute façon, moi, je suis clairement pas là pour te dire comment t'entraîner pour ce type de marathon-là, parce qu'on est sur un effort qui est très différent de ce que nous, on peut faire dans un marathon classique. Et tu l'as fait intelligemment, c'est-à-dire... pas là, le 20 mars, on est à 2 semaines et demie du marathon. Tu l'as fait il y a déjà 2-3 semaines, donc 5-6 semaines avant la course, en mode j'ai le temps de bien récupérer. Je vais te poser une petite question, mais je pense que je connais la réponse, vu tout ce que tu m'as dit jusque-là. Est-ce que tu as peur d'échouer sur ce défi? Est-ce que dans ta tête, il y a quelque chose qui pourrait mal se passer au point que ça marche pas? Ou est-ce que toi, tu es en mode de toute façon, tout ce que je fais, je vais au bout, il n'y a pas d'autre option? Dans ma tête, quoi qu'il arrive, je finis. Parce que de toute façon, il faut aborder les choses comme ça. Il y a la blessure, mais sur ma tentative de record du monde, j'y reviens, mais sur ma tentative de record du monde, je suis arrivé où musculairement, j'avais déjà des grosses douleurs et j'en ai fait pendant 24 heures avec des grosses douleurs. Donc de ce côté-là, je deviens un petit peu solide. Donc je pense que je ne vais rien lâcher, ça c'est clair. Après, faut faire attention avec l'hyperthermie. Hein. C'est genre, ouais. Là, je joue un peu, hein, parce que l'hyperthermie, c'est aussi violent qu'une hypothermie. Donc, oui, une fois que t'es passé du mauvais côté, c'est terminé, tu reviens plus, quoi. Exactement. Donc, il faut surtout pas que je joue avec ça, parce que là, je mets mon intégrité physique en jeu et c'est plus la même chanson, quoi. Donc ça, il faut que je fasse vraiment attention que j'explose pas en plein vol. Donc ça, c'est voilà. Et tu sais comment juger un peu ça Je me suis entraîné, j'ai fait des sales séances, pour voir un peu ce que j'ai. Ouais, d'aller tester la limite pour la connaître. Du coup, voilà. Je faisais des allers-retours sur un étage en tenue de feu totale, lesté à 25 kg, et pour voir comment je montais, et vraiment les sensations, comment je montais. Bon, j'ai fait ça dans mon centre de secours, comme ça j'avais moins de problèmes. Mais bonne idée. Donc j'ai vu un peu, etc. J'ai fait des grosses séances, pas en tenue de feu, mais j'ai fait 500 allers-retours d'un étage, lesté à 10 kg en 2h01. J'ai pas réussi à faire moins de 2 heures. Mais ça fait... je crois que ça fait 4,5 Tour Eiffel à monter aller-retour. Voilà. Ça me fatigue de t'écouter là. Je vais aller dormir après. On va faire. J'ai fait le genre de séance pour vraiment. Par contre, voilà. Après, par exemple, ce genre les montées d'escalier, mon corps a dit stop et je suis tombé malade. Donc c'est vraiment des séances où vraiment je pousse très loin la machine. Tu fais partie des gens
qui ont la capacité de pousser la machine jusqu'à ce qu'elle dise stop. Et ouais, donc faut faire attention quand même parce que ton mental, tu es capable de l'emmener au-delà de la limite. Et du coup, le jour J, bon, bah, en tenue comme ça, sur un effort long, faut pas. S'il fait chaud, faudra faire attention. Et t'as pas prévu de mesurer, d'avoir un capteur de température pour. Non, j'aime beaucoup travailler à la sensation. Je me doutais un peu de la réponse, mais. J'aime beaucoup travailler à la sensation. Je suis pas sur Strava. Mes potes, ils me. Quand tu m'as dit, tu trouveras pas mes séances, je suis pas sur Strava, je me suis dit, bon. Je pense que si je l'amène sur des outils technologiques, il va me dire non, merci, c'est gentil, mais. Donc, mais après, si tu te connais, le principal, c'est d'avoir une méthode pour s'assurer de bien jauger les choses. Et on est capable de se jauger nous-mêmes. On a tous les capteurs à l'intérieur pour le faire. Et tu vois, moi, j'aime bien courir sans montre. Je trouve que c'est cet aspect un peu de. Bon, j'ai la chance, j'habite à la campagne, je cours, je vois un beau paysage, je m'arrête. Et je sais que si j'ai une montre, parce que je me vois quand je cours avec une montre, bah, je suis comme tout le monde. Je suis toutes les 2 minutes à regarder, machin. Et je trouve que ça enlève la liberté que la course à pied m'apporte, moi. C'est intéressant parce que là, du coup, j'ai oublié ma montre. Et du coup, je suis allé courir sur Montmartre avec Strava, mais sur mon téléphone. Okay. Mais du coup, le téléphone, il est rangé dans la poche, donc c'est pareil. Pas d'infos. Et en fait, j'ai aimé ça, surtout sur un parcours où ça monte, ça descend. De toute façon, l'allure, elle ne veut pas dire grand-chose. J'ai trouvé ça intéressant. Ça fait une bonne transition aussi sur la partie entraînement, course à pied. Si on remonte un petit peu quand tu as commencé à se mettre… Déjà, quand est-ce que tu t'es mis ce défi? C'est à quel moment que tu t'es dit « je vais faire ça » C'était été à peu près, donc j'ai réfléchi au truc, parce qu'il faut déjà réfléchir, etc., savoir si c'est possible, etc., parce que ça demande toute une organisation. Hein, c'est une tenue de feu, on n'en trouve pas sur Internet, etc. D'ailleurs, tu ne l'as même pas encore. Je ne l'ai même pas encore. Normalement, je crois qu'elle arrive aujourd'hui, quelque chose comme ça. Mais aujourd'hui ou demain. Mais du coup, c'est pas anodin. Donc, une grosse organisation, savoir si c'est possible. Au début, je voulais emmener des potes pomplards avec moi. Bon, j'ai trouvé personne. On se demande pourquoi. Et du coup, voilà, donc ça a trotté, mon chemin. Et puis dès que j'avais annoncé un peu autour de moi, donc j'ai commencé vraiment l'entraînement. Donc gros renforcement au mois d'octobre. Gros renforcement CrossFit, beaucoup. J'ai fait beaucoup de CrossFit. Bon, avec pas des grosses charges parce que c'est pas le but, mais plutôt des séances longues. Et puis des séances où voilà, j'ai travaillé l'hyperthermie aussi avec ma tenue de feu, etc. Et donc ça, j'ai fait ça, où je faisais des petites séances de course à pied, mais vraiment, vraiment chill, pas lesté. Et petit à petit, j'ai diminué le CrossFit pour passer sur la course à pied et lesté. Voilà. Mais je voulais vraiment renforcer les jambes, parce que c'est quand même long, 42 bornes. Du coup, voilà, je m'étais fait ce schéma-là et je suis plutôt, on verra le 7 avril, mais je suis plutôt content de ma prépa pour l'instant et donc de toute façon là on va diminuer petit à petit pour arriver en forme le jour J. Et du coup CrossFit plutôt fin d'année et après un shift tranquillement vers moins de renfort, voilà, plus d'endurance, de la course, lesté pour se rapprocher des conditions du jour J. On ne s'est pas parlé entraînement avant. Mais en réalité, sans être un expert de ce genre de sujet, ça paraît cohérent parce que c'est progressif. On démarre toujours par le renfort, idéalement loin de la course, et après on shift sur du plus spécifique. Donc j'ai envie de te dire, comme ça, là, sans aller dans le détail, c'est cohérent et ça semble… et c'est intelligent dans tous les cas. Donc je pense que, vu tout ce que tu nous racontes, tu as les armes pour y arriver. Maintenant, évidemment, il n'y a plus qu'à. Ce que je te propose, c'est, je ne sais pas si tu veux qu'on regarde un petit peu, si tu as des questions sur les spécificités du jour J, du marathon, du parcours de Paris, enfin si tu veux qu'on regarde des choses ensemble, profitons-en. Si tu veux une belle anecdote, officiellement, ça va être mon premier marathon. Je le savais. Je voulais pas déprimer les gens en disant il va aussi faire ça sur un premier marathon. Mais c'était pour parce qu'en soi, j'ai eu plein d'occasions, mais la distance, comme ça,
ne m'intéressait pas plus. Je suis plus un peu trail Et ultra. et un petit peu ultra, ouais. Et du coup, voilà. Et du coup, ça me fait beaucoup rire d'arriver au premier marathon. Puis en plus, à Paris, c'est sympa. Je pense que les gens vont être dans un mix entre je sais pas si je l'adore ou si je le déteste. Ça va être un mix entre les deux, C'est bien. mais à la fin, quand tu vas y arriver, ça mettra tout le monde d'accord. En vrai, je suis chaud à regarder le parcours. Ouais, parce que tu le connais pas du tout. Bon. On est d'accord. Du coup, je vais te prendre deux choses intéressantes. De base, assez simple. Le parcours du marathon de Paris, ça part des Champs-Élysées. Ok, trop cool. Donc, pavé, enfin petit pavé au début, légère descente. Ok. Donc ça va, surtout avec le poids, toi, ça va rouler en fait, entre guillemets. Donc faut pas s'exciter sur un départ de marathon parce qu'il va y avoir du monde en plus, ça va Ouais. être grosse ambiance. Donc bien partir dans ton allure prévue. Parce que toi, je pense que déjà au départ d'un marathon, les efforts qu'on peut faire, si on les fait en trop, on les paye à la fin. Forcément. Toi, d'autant plus parce que ils vont être démultipliés. Donc bon, je pense pas que je t'apprenne grand chose, mais la première partie, c'est centre-ville de Paris, donc il y a pas mal de monde. Ici, ça grimpe vers la Bastille très légèrement, Ok, mais ça marche. c'est à partir d'ici où ça va se calmer ensuite. Alors d'abord, tu as la petite rue de Reuilly, là comme ça, on dirait pas, mais rue de Reuilly, tu as quand même, tu vois, des petites Ok, petites je grimpettes. vois. C'est pas Ouais. grand-chose, mais c'est des petits 10-15 mètres de dénivelé qui quand même Bah, je pense qu'en plus, avec le lest, Ah oui, ça c'est implacable. C'est de toute façon, dès que ça monte légèrement, tu le sens direct. ouais, donc ça va être démultiplié pour Voilà, toi. c'est ça, je vais devoir bien gérer l'effort, dans vraiment réduire. Genre, même pas chercher, réduire vraiment pour assurer le truc. Ah, tu vois, il y en a quand même pas mal au fur Ouais, et à ouais. mesure du parcours. Il n'est pas ultra difficile, mais quand même, ça s'accumule. Et à la fin, des côtes comme celle-ci, là, au 15e, donc c'est quand tu rentres dans le bois, en fait. Ok, C'est agréable parce que tu es dans la nature, un petit peu, entre guillemets, la nature parisienne. Mais quand même, tu as une petite côte que tu vas redescendre avant de revenir dans Paris ensuite. Et la grosse difficulté, les grosses difficultés, elles sont plutôt à partir d'ici. Parce que là, Ok. tu vas être après sur les quais de Seine. ok. Et les quais de Ah, Seine, tu as des tunnels. ok. J'avais fait les 20 km de Paris avec une poche, je l'accompagnais, on avait fait 2 heures. Je l'ai jamais vraiment. fait celui-là. Et je me rappelle de toute cette partie. Ok. Elle en avait bavé, donc je me rappelle que ça ouais. Parce que là ici, c'est plat. Mais c'est après, là, dans cette partie-là, je pense que tu enchaînes 3 tunnels où il faut les monter et les descendre. D'accord. Et ça monte pas longtemps, mais c'est. Je vois. Ouais, ça suffit pour casser un peu les pattes. Surtout quand ça arrive dans cette partie de course-là. Donc, tout ça, c'est à partir de ici. Et puis, pour aller dans le bois de Boulogne, c'est pareil, il faut grimper. Donc, au 35e, même si n'importe qui sur un marathon, personne n'a envie de prendre une côte au 35e, Ouais. parce que ça fera mal à tout le monde autour de toi dans tous les cas. Mais il ne faut pas les négliger, il faut garder de l'énergie pour cette partie, parce qu'il y en a une là, et il y en a même une petite dernière qui est au 41e. Ok. Ah yes, Voilà. je vois. Tu vois le bois de Boulogne, et puis après, quand tu ressors du bois de Boulogne, tu regrimpes avant de redescendre pas grand-chose pour l'arrivée. Donc c'est vraiment, c'est vraiment intéressant. Ça veut dire qu'il faut garder un petit peu de jus pour les derniers kills. Ok. C'est difficile de dire garder du jus dans Ouais, cette ouais, partie-là ouais. du marathon, mais il ne faut pas Ouais. s'exciter parce qu'il y a encore. Il faut pas accélérer trop sur le 35e en disant il reste plus que cette borne. Ouais. Et puis un peu exploser en plein vol, c'est dommage sur la bonne. Tu as encore 25 mètres un bon 25 mètres de dénivelé à reprendre qui peut faire très mal. Mais il y a du monde, ça va être motivant. Ça va être marrant. Je suis quelqu'un qui m'entraîne beaucoup tout seul. Mm. Donc là, avec un public, forcément, ça. Moi aussi, donc les jours de course, c'est le petit détail qui fait quand même la différence. Et ravitaillement, tu sais ce que tu as prévu de faire? Au niveau, je tourne à l'eau. Juste de l'eau? Non. Et puis non, oui. Bon, après, tu as déjà fait 4h48, donc admettons que ça passe à l'eau. Non, de l'eau et puis pâte de fruits et puis pâte d'amande. Voilà. Bon. Ok. Ça, tu as l'habitude aussi, Je gère. J'ai eu déjà des belles expériences en hypo total, très loin de
où j'étais prêt à m'arrêter manger de l'herbe tellement j'avais faim. Bon, allez, par contre, c'est Tu vas pas en trouver beaucoup au marathon de Paris de c'est l'herbe. ça le problème. Et du coup, j'ai fait 2-3 expériences comme ça. Du coup, ça apprend. J'apprends à gérer maintenant bien mieux. Et je suis plutôt, actuellement, je suis plutôt content de moi. C'était la nutrition pas facile de trouver vraiment ce qui Non. convient. C'est pas parce qu'il y a 1000 plans un peu. Mais comme chaque personne est différente, et c'est ça qui est intéressant, c'est pas si facile que ça. Je me mets des belles races à l'entraînement pour éviter d'avoir l'échec. Après voilà, comme je t'expliquais, quand je m'engage dans un truc, forcément, je m'engage dans des choses où il y a de grandes chances où j'échoue. Donc C'est forcément, le but aussi, ce que tu disais. c'est le but aussi. Mais moi, c'est ce qui me fait vibrer. Hein, sinon, genre les entraînements pour des choses classiques, ça m'ennuie au plus haut point. Moi, j'aime bien ce genre de choses et j'ai plein d'autres idées pour l'avenir aussi sympa. Tu nous en parleras après. Je garde ça en tête. Mais du coup, T'es pas prêt? je pensais… Non, je suis pas prêt. Je pensais, on va s'arrêter déjà. Mais je pensais au moment où c'est difficile, tu sais, quand tu commences à avoir les idées noires, là, ton cerveau qui essaye de te faire arrêter, c'est quoi toi ta strat? Qu'est-ce qui marche pour toi pour te dire non, ça, je balaye, je continue et c'est ça le vrai moment qu'on va chercher le jour d'une course. C'est le moment où là, on est à cet endroit où on sait que on est au bord de basculer, mais on bascule pas en fait. Et ça, c'est le. C'est dur. On pourrait en parler pendant des heures parce que c'est super intéressant. J'arrive pas tout le temps à la faire sortir. Là où j'arrive vraiment à la faire sortir, ça va être en escalade, en alpi. Mais j'arrive régulièrement, c'est avec les potes, faire sortir la bête. Donc ça veut dire totalement débrancher et puis go. Mais là où j'ai du mal, c'est quand, et puis ça va être une belle expérience, c'est quand il y a du monde. Parce qu'on se met dans un tel état que forcément, quand il y a le regard des autres, c'est pas forcément facile. Donc ouais, je m'entraîne beaucoup tout seul. Tout seul, j'arrive, mais pas à chaque fois. Et je pense que c'est ça qui fait la différence. Du coup, quand tu nous parles de ta crainte avec le monde qu'il va y avoir, c'est vrai que le marathon de Paris, c'est 50 000 coureurs et au moins autant de gens sur le côté qui encouragent. Mais il faut le gérer aussi. C'est quoi qui te perturbe, on pourrait dire, dans cet aspect-là? Ça va être le regard. Parce que quand je me mets mal, forcément, donc devant les potes, il n'y a pas de problème parce qu'ils me connaissent, mais devant du monde, c'est particulier. Tout le monde regarde bizarre en mode mais qu'est-ce qu'il fait, etc. Donc forcément, mais là, je pense que du coup, ça va être une belle expérience. Voilà, oui, parce que j'allais te dire, déjà en général, tu fais un marathon, les gens ont tendance à t'encourager. Toi, ils vont te voir, ils vont tous t'encourager en fait. Ils seront tous là pour toi, qui te connaissent ou qui te connaissent pas. Ça va être super, ouais. Moi, j'ai hâte de voir ça. Franchement, j'ai hâte d'y être. Moi aussi. Retour en ce 2 mai 2024. On est un peu 3 semaines après le marathon. Donc, on peut déjà le dire, le spoiler, le défi a été réussi, mais dans la souffrance. La question que j'ai envie de te poser, premièrement, c'est comment tu te sens aujourd'hui, 3 semaines après avoir fait ce défi, physiquement et aussi mentalement. En fait, comment tout ça, comment ça a mûri dans ta tête depuis ces 3 dernières semaines? Alors, physiquement, aucun bobo, aucune douleur. Mentalement, c'est le nerveux. Le nerveux, j'ai pas récupéré. Et surtout, j'ai enchaîné des choses après le marathon. Du coup, le nerveux, j'ai pas eu le temps de récupérer. Et je vois bien, par exemple, hier, je suis allé courir à 3h du matin parce que j'étais en vacances. Et je voulais être tranquille. Voilà. Et j'ai dû arrêter au bout d'une heure parce que j'étais sec. C'était pas au niveau sommeil parce qu'on pourrait se dire il va courir à 3h du matin, mais non, j'étais sec, j'avais rien à offrir et du coup ça sert à rien de forcer dans ces moments-là. Je sens bien que je suis pas comme d'habitude, je suis un petit peu une expression un peu satellisée, donc je suis pas à mon maximum, mais même pour faire des choses de tous les jours, je suis pas à mon maximum, donc ça c'est vraiment le nerveuse.
je m'inquiète pas. Après les tractions, ma tentative de record, j'étais un peu dans le même état. Ça revient. Ça peut être long, etc. Je recherche. Je trouve peu de choses. Je trouve qu'il y a peu d'études là-dessus. Après, moi, je pense qu'on n'est pas beaucoup aussi à, à pousser un petit peu la machine comme ça. Même si on est de plus en plus. Mais je serais curieux de savoir s'il y a des études, etc., qui existent. C'est vraiment un sujet qui m'intéresse. Et surtout, je teste sur moi. Et j'essaye d'être vraiment à l'écoute de mon corps parce que je trouve ça passionnant. Mm. Et enfin, je suis d'accord avec toi. Je n'ai pas plus de réponses sur le sujet. Est-ce qu'il y a des études? Mais par contre, dans le ressenti, il y a quelque chose par empirisme qu'on voit un petit peu dans tous ceux qui se lancent des gros défis, et aussi sur à quel point tu as dû pousser ton corps pour arriver à quelque chose. En fait, plus tu dois le pousser fort et au-delà de ses limites, plus ça met de temps à récupérer. Et en effet, c'est pas forcément le physique. C'est pour ça qu'après un marathon, souvent on dit aux gens, ne reprenez pas trop vite, parce que peut-être que physiquement il n'y a pas de douleur. Ça, c'est juste que la prépa a été bien gérée, tant mieux. Mais le nerveux, comme tu dis, ça, c'est autre chose. Quand on sent qu'on est en décalé avec ses jambes, presque, on pourrait dire, qu'on n'arrive pas à avoir la sensation de courir, c'est qu'il y a encore des choses qui se sont pas matérialisées en termes de récup, et ça peut prendre très longtemps. Plus le défi est grand, plus l'effort qu'on a dû donner est grand, plus ça prend de temps. En soi, c'est logique, mais le corps humain n'est pas une science exacte, donc dans tous les cas, je pense que c'est aussi individuel. Ouais. Mais on voit bien les très grands ultra-trailers, ils en font peu dans l'année. Hein. Alors, il y a quelques exceptions, mais Quelques extraterrestres. il y a ils sont déjà des extraterrestres, mais même François Dalen, tout ça, il en fait 2-3 par an. Hein. Il fait vraiment attention à ça. Bon, pour moi, c'est tout à fait normal parce que le but, c'est de durer dans le temps, de tester des choses, pousser la machine, mais aussi durer dans le temps. J'ai pas envie d'être flingué à 35 ans. Ouais, c'est un point important, c'est de s'écouter parce que le but c'est de durer. Donc c'est intelligent de le faire comme ça, et à vouloir pousser sans se poser de questions, faut le faire pendant le défi, mais après il faut accepter la contrepartie qui va avec. Et ça me fait penser à Nassim Saïli, que nous on a entraîné avec Campus, qui a fait 2 marathons. Le premier non préparé, où il a mis énormément de temps, je crois plusieurs mois à s'en remettre, parce que le corps était juste down après ça. Et le deuxième, où la semaine d'après il recommençait à courir. On pourrait dire, est-ce que ta prépa n'avait pas été suffisante? Non, chez toi le truc c'est qu'il y a eu un petit détail en plus qui fait que ce marathon a été drainant. Pas de surprise en soi, on s'y attendait. Mais est-ce que, sans aller dans le détail de ce qui s'est passé pendant la course, est-ce que tu t'attendais à autant et aller devoir puiser autant dans tes réserves pour le faire? Bon, de toute façon, j'avais signé pour ça. Donc, l'hyperthermie, je savais que c'était difficile. Je ne savais pas à ce point-là parce que j'ai été vraiment confronté. On va dire c'est le gros point de mon marathon. Parce que le lest, je me suis pesé, c'est 11 kilos au total, avec tout l'équipement, 11 kilos. Donc c'est pas si énorme que ça, mais ça quand même, ça pèse. 11 kilos, 42 bornes, c'est pas anodin. Mais j'avais fait vraiment un gros entraînement là-dessus, et donc j'étais vraiment préparé. Le lest m'a posé quasiment aucun problème. Après, il y a eu des petits détails, mais on en reparlera. Mais l'hyperthermie, c'était très violent. Et donc donc voilà. C'est intéressant de s'en rendre compte parce que le lest, dans la vidéo, moi j'ai eu l'occasion de courir quelques centaines de mètres avec les 10 kilos sur le dos, enfin juste les 10 kilos d'un gilet lesté, me rendre compte que j'étais pas du tout capable de courir normalement. Mais ça, c'est la partie la plus simple parce que le corps s'adapte à tout ce qu'on va lui demander. Mais ça, c'est une adaptation, on va dire, musculaire. Enfin, toutes les structures vont petit à petit s'y adapter. C'est pas, si tu le fais suffisamment à l'avance, il n'y a pas de problème. L'hyperthermie, quand on met le corps dans le rouge, on peut s'entraîner à ça, mais ça reste une fois qu'on est dans le rouge, on est dans le rouge. Donc, c'est surtout, en fait, c'est le casque. Le casque, la chaleur de notre corps sort par la tête. Ouais. Avec un casque, elle sort pas. Et en fait, du coup, c'était une cocotte minute. C'est vraiment c'était vraiment ça. C'est vrai que toute proportion gardée,
Admettons qu'on soit en hiver et une journée un petit peu chaude. Je prends pour des coureurs lambda, on court avec un bandeau ou un bonnet, le soleil sort et d'un coup on a chaud, tu le retires tout de suite en mode il faut que je le retire parce que j'ai trop chaud. Donc évidemment là on parle de 1% à peine de ce que tu as pu ressentir, et encore 1% je suis gentil, de ce que tu as pu ressentir. Avoir un casque sur la tête, je pense que personne ne peut s'imaginer ce que ça fait en fait. Si vous faites de la moto, prenez votre casque pour aller courir 1 km, vous aurez peut-être un premier aperçu, mais je pense pas que ça soit agréable même sur 1 km en soi. Non, c'est même non, ça c'est clair, ça c'est clair. Mais ça faisait partie de l'enjeu, etc. C'était ça qui était intéressant. Avant qu'on aille dans le détail de la course en elle-même, on va revenir un peu sur le moteur qui te motivait à accomplir ce défi. Quel est le message que tu aimerais transmettre aujourd'hui, maintenant que tu l'as fait? On en a parlé avant, au final. Là, après, quel message ça t'amène un petit peu aux gens dans le fait de se lancer des défis? Toi, t'en avais déjà fait avant, mais c'est encore un défi différent qui est dans l'extrême, mais ça n'empêche pas les gens de faire des défis à leur niveau aussi. Et je trouve ça intéressant de faire des parallèles, parce que pour certains, un défi, ça va être de courir 5 km. Mais je trouve ça intéressant de se dire que dans la vie, il faut se mettre des défis, parce que c'est ça qui nous fait avancer d'une manière ou d'une autre. Ah. Vraiment, merci pour la question, parce que je voudrais revenir sur un point. Pour moi, le marathon, je stéréotypais un peu le truc. Le marathon de Paris, le truc un peu surfait que tout le monde veut faire. Et en fait, je me suis aperçu que c'était une erreur, parce que c'est vraiment, je trouve, vraiment un truc à faire pour l'ambiance, parce que je ne m'étais pas préparé à ça. En plus, il faisait beau ce jour-là, c'était un peu le public tout le long de la route est incroyable. Avec des enfants, des concerts, et puis forcément t'es dans Paris, c'est magnifique, on passe vraiment par des coins magnifiques. À la fin, je les ai un peu moins admirés, mais au début, j'ai vraiment profité et c'était vraiment vraiment cool. Et pour revenir à ta question, moi je suis parti, je voulais pas gêner les gens, et du coup je suis parti dans le SAS 4h30 et plus. Et j'ai trouvé ça, j'ai regardé les regards des gens de ce sas-là sur la ligne de départ, et les gens, on sentait qu'ils s'étaient préparés, et que c'était vraiment un truc. Quand on est dans ce sas-là, c'est plus dans le but de le finir, le marathon. C'est le dernier sas. Et c'était sûrement un des plus gros objectifs de leur vie. Et ça se voyait dans leurs regards, et j'ai adoré ces regards-là. Et ils étaient très focus, très concentrés. Et donc, chacun ses défis par rapport à sa hauteur. Et c'est ça que je trouve incroyable. Et vraiment, j'ai adoré en fait ce sas-là. Je pensais pas parce que vraiment, j'ai adoré les gens qui avaient. On voyait qui jouaient gros. Et j'aime bien ça. J'aime bien ce genre. Et du coup, voilà. Pour revenir au défi. Moi, il y a encore quelques années, jamais je pensais que je ferais tout ça. C'est juste petit à petit, avec l'envie, la faim de se connaître un peu plus, poussé par des athlètes que j'admire, qui m'ont dit, en fait, pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Et du coup, poussé petit à petit. Et en fait, je suis très très loin d'être un grand sportif de base. J'ai bricolé enfant, quoi, mais j'ai fait du VTT, j'avais un niveau très très moyen, quoi. Et c'est en venant, le déclic est venu en course à pied. Quand j'ai commencé la course à pied, parce qu'en VTT, par exemple, je faisais du VTT en compétition, j'aimais pas m'entraîner. Et c'est en faisant de la course à pied que j'ai aimé à m'entraîner, et qui m'a lancé sur d'autres sports en faisant d'autres projets, etc. Tu dis plein de choses auxquelles les gens peuvent se raccrocher. Le fait qu'il n'y a pas besoin d'avoir un niveau de base exceptionnel pour atteindre des belles choses qui, en tout cas, nous rendre fiers. Parce que c'est aussi ça. C'est individuel comme défi. Même si on ne le fait pas juste pour nous, c'est quand même quelque chose, c'est avant tout à soi qu'on doit le truc, l'entraînement, la course. Et trouver des défis qui nous parlent
Et ça va être différent pour tout le monde. Pour tout à certains, fait. mettre un dossard, aucun intérêt, ça va pas du tout leur parler. Ils vont préférer aller dans la montagne et faire un truc tout seul. Ce qui est très bien aussi, en fait. Ouais. C'est ça que c'est je ça. trouve. Ouais. C'est que chacun peut trouver des défis qui vont lui parler. Et dans tous les cas, il y aura toujours du monde à qui ça va parler aussi. Donc, je trouve que c'est un cercle vertueux où, en fait, quand on regarde les défis des autres, ça nous motive à faire nos propres défis. Et en fait, c'est juste ça qu'il faut. Après, c'est de l'intelligence dans qu'est-ce qu'on choisit de faire, quelque chose qui soit accessible et en même temps qui nous fasse peur. Je trouve que c'est intéressant Ouais. l'équilibre Bah, entre les deux, c'est parce ce que j'adore ça, moi. il faut se dire, bon, je pense que je peux le faire, mais ça va être compliqué. Et si ça, on l'a, et ben en fait, la petite peur, elle va aussi nous amener à se donner vraiment pour faire le max pour y arriver. Maintenant, je me donne un gros projet, mais vraiment un gros projet par an. Donc là, c'était le marathon cette année. L'année dernière, c'était la tentative de record sur 24 heures. Et je me mets toujours dans l'idée, le gros projet, il faut que je sois pas sûr de le réussir. Il faut que ça soit tellement élevé sinon ça ne m'intéresse pas en soi. J'aime courir avec les copains, j'aime tout ça, etc. Mais il faut que le projet qui ait cette possibilité d'échec. C'est ce qui me motive d'aller à l'entraînement, de pousser toujours plus loin, de tout ça. C'est pour ça que mes défis, à chaque fois, c'est toujours un peu Jean-Michel, toujours plus. Et C'est marrant parce que j'allais dire, le toujours plus, des fois on se dit, trop de toujours plus. Et en même temps, j'entendais quelque chose ce matin dans le podcast, je pense que c'était Limitless Project, qui disait qu'en fait, idéalement, si on veut vraiment se pousser et progresser, il faut qu'on ait au moins un objectif par an où on se dise, j'ai 50% de chance d'y arriver, et 50% de chance d'échouer. Et ça, c'est le truc qui va qui garde aussi ce côté humble face à tout ça, parce que si on fait que des trucs où on sait qu'on va réussir. Bon, je voulais revenir sur quelque chose d'intéressant aussi, c'est le sas de départ. Parce que moi, j'y suis allé dans le sas 4 heures pour le coup, mais j'ai senti la même chose en fait dans le regard des gens. c'est cool. Peut-être un peu plus de confiance parce que tu as des gens qui sont un petit cran au-dessus, qui ont peut-être un peu plus d'expérience. Bon, moi, j'étais avec les filles sur 2 sur 3, c'était leur premier marathon, donc c'était pas. Mais l'effet de groupe suffisait à garder un côté concentré mais excité. Mais je sais qu'on avait parlé du regard des autres dans notre premier échange. Qu'est-ce que ça t'a fait, toi, d'être dans le sas de départ avec ta tenue? Et forcément, là, le regard des autres, il a dû tomber sur toi beaucoup. Est-ce que ça t'a aidé? Est-ce que ça t'a stressé? Qu'est-ce que ça a fait? Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus te parler? Ça a été cool? Alors, moi aussi, c'était mon premier marathon. C'était drôle. Ne l'oublions pas. C'est pour l'anecdote. C'était super. C'était parce que tout le monde était très bienveillant. Et les étrangers étaient vraiment très cool. Ils voulaient beaucoup de selfies. Et même en courant, même les gens, etc. Beaucoup de pompiers qui étaient avec une tenue où on reconnaissait que c'était des pompiers parce que c'était leur amical, ce genre de choses, quoi, avec leur t-shirt. Et du coup, qui sont venus me voir, des pompiers de Paris aussi, qui géraient les sas, on a discuté 5 minutes. Non, vraiment une super ambiance. C'est pour ça qu'on aime faire du sport, c'est souvent en grande partie. J'aime bien, en plus c'est comme ça le départ, moi j'aime bien ces petites tensions au milieu de tout ça, je trouve ça cool. Je suis d'accord que le départ c'est un de mes moments préférés parce que t'as envie que ça parte et en même temps là t'as cette petite tension qui te tient comme un lion en cage. C'est toujours le jeu dangereux parce que pour certains cette pression elle les tue totalement parce qu'ils se laissent Le stress. Le stress, c'est le même stress, mais selon comment tu le vois, il est positif ou négatif. Et sur une ligne de départ, on peut pas contrôler ça. Donc pour certains, c'est un truc difficile. Toi, j'ai bien compris que c'était plutôt quelque chose qui te galvanisait qu'autre chose. C'est actuellement parce que j'ai travaillé sur ça, etc. Pour revenir à l'époque où je faisais du VTT, alors qu'il y avait beaucoup moins d'enjeux, j'étais
énormément stressé et c'est que négatif. Le stress, c'est que quelque chose de négatif. L'adrénaline, c'est quelque chose d'intéressant. Mais le stress, c'est quelque chose de vraiment négatif. Et du coup, voilà, c'est en bossant, en bossant sur moi, en faisant aussi, plus on va en faire, forcément, plus on arrive détendu, peu importe le challenge. Et Du coup, ligne de départ, je repense au fait que moi j'y étais. On est parti un peu plus tôt que toi en plus. Et en t-shirt, j'avais vraiment pas froid, quoi. Je trouvais qu'il faisait déjà vraiment bon, voire plutôt chaud pour un marathon dès le départ. Ça t'a pas inquiété à ce moment-là, toi, dans ta tenue, de se dire je suis arrêté et je sens déjà qu'il fait pas froid, quoi. alors, dans À ma ce tête, moment-là. c'était quoi qu'il arrivait, je le terminais. Donc en fait, peu importe, ce qui se passe, je le termine. Donc peu importe, il peut tout arriver, je le termine. Donc en fait, non, je me rappelle pas d'avoir eu la réflexion en mode. Bah, de toute façon, j'avais checké la météo. C'était un des jours les plus chauds depuis le début de l'année. Et où je savais que j'allais subir. Mais voilà, c'est juste j'ai l'information, je l'ai, maintenant on fait avec. Je pense que je sais pas si tu te rends compte à quel point ce discours-là il est fort. Parce que déjà pour les gens, juste au départ d'une course, peu ont cet état d'esprit, enfin réussissent à l'avoir. C'est parce que ça, on veut l'avoir, cet état d'esprit-là, quand on est quelques semaines avant. Et quand on est au départ, bon, les doutes arrivent facilement en fait. Même quand plus on est prêt, moins on a de doutes. Mais quand même, c'est compliqué d'être dans vraiment ce focus de je vais le faire, il n'y a pas de. Dans tous les cas, j'irai au bout. Avec la contrainte que tu t'es mis, c'est fort de réussir à être dans cet état d'esprit à ce moment-là et de pas avoir même même le petit truc qui passe par la tête. Je trouve ça impressionnant. Et je suis très content parce que, encore une fois, hein, il y a quelques années, j'avais pas du tout cet état d'esprit. Je reviens souvent les 24 heures, ma tentative. Je suis arrivé stressé, grosse pression parce que très grosse organisation. Et en fait, c'était tellement extrême parce que c'est très très dur mentalement comme physiquement que en fait après ça, bah en fait à côté c'est cool, tout est cool maintenant. À l'entraînement, si je me mets la misère, c'est pas grave. J'ai tellement souffert au 24. Quand on repense à ça en soi, au niveau ouais, physique, mental, comme la lassitude, etc. Parce que c'est court et en même temps c'est long, 24 heures. Et je suis arrivé et je suis très content parce que pour moi, c'est des déclics. Pour les gens qui veulent avancer et qui veulent commencer un peu à performer, pour moi, il faut passer des déclics. Et pour passer les déclics, il faut forcément se donner des objectifs assez élevés par rapport à ses capacités. Ouais, il faut sortir de sa zone de confort. Ouais. Toujours un petit cran en plus. Ouais. Si je reprends, moi, quelqu'un que j'aime beaucoup écouter, c'est Courtney de Walter, qui parle de la Pain Cave. La Et présidente. qui dit et qu'en fait, sur chaque course, elle attend de retourner à l'endroit qu'elle a quitté sur sa course d'avant et de creuser un petit peu plus. Bon, la Pain Cave en français, du coup, la cave de la douleur, je sais pas comment on pourrait dire. Ouais. Mais en gros, à chaque fois, en fait, elle retourne dans cet endroit de sa souffrance maximale qu'elle a connue. Dire à partir de là, c'est ça que je vais chercher et maintenant je continue à creuser, course après course. Elle est Et incroyable. ouais. Incroyable. En le faisant enfin, là, pour ceux qui connaissent pas, elle a gagné en un an tous les ultras majeurs. Les ultras, on parle de courses de 160 km avec énormément de dénivelé. Enfin, 4 ou 5 en un an, c'est-à-dire quelque chose que, allez, hormis un Kylian Jornet, Ouais. je sais même pas s'il en a fait autant sur une année. Personne fait ça. Ah, C'est. Mais au-delà de la performance physique, je trouve que c'est l'aspect mental et ce qu'elle arrive à expliquer qui est magique. Enfin, moi, écouter ce genre de truc, c'est en plus, elle est vraiment inspirante parce que bon, elle a un beau sourire parce qu'elle se lave régulièrement les dents, même en courant, en ultra. Mais elle a tout le temps le sourire. Mais c'est-à-dire, j'aime bien j'aime beaucoup cette philosophie qu'elle a parce que elle a la banane du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire même dans la douleur, etc. Elle a la banane, etc. Et ça, vraiment, c'est un exemple. Genre, elle est formidable.
Et tu vois, je fais le lien avec ce que tu disais parce que dans le dernier épisode que j'ai enregistré de podcast, je parlais de la dissociation du mental et de l'état d'esprit. Parce que l'état d'esprit, c'est ça, c'est j'y vais en me disant je sais que je vais y aller pour avoir mal. Quand je vais avoir mal, ça sera normal parce que c'est ça que je suis venu chercher. Et je garde le maximum cet état d'esprit de je suis là pour ça. Et sourire, c'est un grand mot parce que bon, il y a des moments quand même où tu n'as plus envie de sourire, mais le mental, c'est ce que tu vas activer quand tu seras au moment, au fond, où tu diras bon, allez, c'est maintenant que j'utilise ce bouton du mental. Et c'est super dur, mais en même temps, quand tu arrives à faire ça, c'est là où tu peux être, je pense, enfin, tu vas me dire ce que tu en penses, mais un peu indestructible, parce que tu utilises ton mental uniquement dans le moment où il est vraiment indispensable, et avant, tu l'as préservé parce que tu étais juste en mode non, ça c'est normal, je suis là pour ça. Et je suis tout à fait d'accord. Et il faut savoir que c'est une sensation qui est très agréable. Ça vaut le coup, en fait. J'ai envie de dire, ça vaut le coup d'être comme, avec cette mentalité-là, vraiment. Parce que j'ai adoré. Avec le recul. Parce que sur le coup, je me suis même pas rendu compte, parce que forcément, on est dans le truc. Mais avec le recul, c'est une sensation qui est ultra agréable. Donc ça vaut le coup de s'entraîner pour ça, etc. Ouais, c'est ce côté qui est dur à expliquer, mais où je trouve que il y a un plaisir à aller chercher dans la souffrance. Ah ouais. Évidemment dans la fierté qu'il y aura après, mais dans le moment, c'est un plaisir un peu maso évidemment, mais de se dire, je sais que je suis en train de jouer avec quelque chose où je sais que c'est un jeu difficile, et je suis en train et en fait c'est un jeu de rôle très où chaque fois tu repars sur ok, quelles seront les contraintes du jour. On en parlera parce que Ouais, durant mon marathon il y a eu un moment comme ça et j'allais y venir. On a assez fait de suspense sur la course. On revient à la ligne de départ, on la passe. À partir de là, tu es parti, tu es en mission. Moi, je t'ai croisé au bout de un petit kilomètre, je crois. J'ai vu dans ton regard ce que tu disais, que là, aujourd'hui, on est là pour y arriver, il n'y a pas de doute. Raconte-moi un petit peu ces premiers kilomètres, comment tu les vis, qu'est-ce qui se passe dans ta tête et dans ton corps, parce que la tenue de pompier, j'ai hâte de savoir à quel moment elle a commencé à avoir son effet, mais je pense que c'est assez tôt, je dirais. Ouais. Les premiers kilomètres, en fait, j'ai profité. Ça n'arrivait pas souvent. Donc, vraiment, j'ai profité. Bon, je regardais un petit peu le temps sur ma montre, pour pas ce que tu m'avais prévenu. Parce que voilà, on est sur un faux plat descendant, pas s'emballer, quoi. Vraiment pas s'emballer. Et du coup, pas habitué vraiment à courir avec toute la tenue. Donc voilà, un petit peu méfiance. Mais j'ai quand même profité des premiers, parce qu'en plus, c'est super beau. Là, on commence, il y a beaucoup de public. Donc profiter. Au bout des premiers pas, j'ai senti, parce que la tenue, je l'ai reçue mercredi, pour courir avec le dimanche. Et donc en fait, j'ai juste fait 5 km avec la tenue. Du coup, voilà. Du coup, j'ai les premiers pas, j'ai senti beaucoup de frottement. Et aussi, il y a le manomètre de pression qui bouge. Je me suis dit, ça va être long. Et en fait, je me suis tout de suite dit, ok, là, t'as l'information où tu vas avoir des frottements tout le long du marathon. T'as l'information, tu l'as, mais tu la laisses de côté. Parce que c'est quelque chose, on connaît quelque chose qui frotte, c'est très désagréable. Ça augmente un stress, on va être focus là-dessus, Ouais. C'est que négatif. Du coup, j'ai pris l'information, je l'ai mis de côté. Et du coup, en fait, je le sentais, mais c'était pas grave. C'était pas grave, j'ai l'information, donc c'est pas grave. Et du coup, c'est après le soir où j'ai vu, ouais, j'avais les genoux un petit peu brûlés. Et le dos, un mouvement avec l'ARI, l'appareil respiratoire isolant. Donc j'avais au niveau des épaules, qui étaient trapèzes, qui étaient brûlés, le bas du dos, etc. Mais voilà, c'était vraiment, c'est pas... du coup, j'ai après les premiers kilomètres vraiment impeccables. Et j'ai tout de suite ressenti vraiment une vraie ambiance. Je pense qu'au 10e kilomètre,
vraiment impeccable. Tout va bien. Et après, j'ai senti que je montais un petit peu en température, un peu en surchauffe. Attends, juste une Ouais. petite pause que je veux revenir sur ce que tu as dit avant qu'on aille dans la suite. Parce que les frottements, je pense qu'on en a tous eu. Ce que tu décris, que en fait on peut mettre le focus dessus et que ça soit très compliqué, ça je le connais. Et en fait quand je t'entends dire avec un frottement qui arrive en tout début de course que tu arrives à le mettre de côté, j'ai du mal à moi je me dis ok, aucune chance que j'arrive à faire ça. Après dans le moment peut-être, mais je pense que comment tu fais pour réussir à te mettre vraiment dans ce ok, ça je le mets de côté. Est-ce que t'as une méthode, est-ce qu'il y a quelque chose dans ta tête qui te permet de le faire? Parce que se dire je suis parti sur un marathon, il va me rester 40 bornes où je vais devoir mettre ça. Parce que le mettre de côté quand t'as une douleur sur la fin, là quand on est dans les 10 derniers kilomètres, bon ok. Mais là c'était sur 40 bornes. Donc, et est-ce que ça a tenu aussi? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où c'est revenu ce sujet-là? T'as réussi à le mettre vraiment de côté pour toute la course? Ouais. Bon, après, j'étais tellement dans un état second que en fait, mes Ouais. autres états prennent largement des frottements. Mais toute la première partie, je ne sais pas. Je pense qu'il y a encore quelques années, ça m'aurait, ça m'aurait, ça m'aurait vraiment posé problème. Euh, euh, Comme avec l'état d'esprit, et quoi qu'il arrive, peu importe. Hmm. On s'en fiche, je le finis. Donc accepte, c'est comme ça, t'as signé pour. Et du coup, c'est comme ça, donc il n'y a pas de problème. Je reviens aux tractions, je suis désolé. Mais Non mais en fait, c'est intéressant parce que justement j'allais dire ça te vient sûrement de... j'ai eu les mains complètement éclatées et continué à faire des tractions. J'ai eu des douleurs. Les douleurs aux avant-bras, c'est des douleurs qui sont terribles. Et du coup, des douleurs aux avant-bras pendant des heures et des heures. Je pense que ça forge. Ça forge, et puis et du coup, je pense que c'est pour ça que. Du coup on en revient à ce qu'on disait, que l'expérience de se faire des challenges qui sont toujours durs et que tu réussis et que tu vas petit à petit, c'est ça qui te permet à un moment d'atteindre des stades toujours plus élevés dans ton niveau d'acceptation de douleur et de gestion de tout ça en fait. Enfin, dit comme ça c'est limpide et ça paraît simple, mais en fait c'est pour ça aussi que les gens qui arrivent à atteindre plus souvent leurs objectifs en course, c'est ceux qui ont fait le plus de courses, parce qu'en fait l'avantage le plus unfair par rapport à quelqu'un qui vient de commencer, c'est juste d'avoir suffisamment d'expérience pour dire ça je l'ai vécu, j'ai réussi, ça aussi, et on build up au fur et à mesure. C'est pour ça que courez longtemps, soyez patient, et au final vous aurez accès à des zones de votre mental, de votre physique que vous arrivez peut-être pas à débloquer aujourd'hui. Et on a tous de la marge, parce que moi je dis ça, j'en parlais l'autre jour, je me considère peut-être au niveau 70 sur 100 de ce que je suis capable de faire. Et tant mieux qu'il y ait encore 30 niveaux, parce que si tu te dis, en fait, t'as pas envie de te dire que t'es au niveau 99, sinon, après, j'arrête, en fait, c'est quoi la suite? Puis c'est passionnant. Moi, je sais que c'est quand même passionnant, parce qu'on voit l'évolution de notre corps. Comme quelqu'un qui fait de la musculation, qui voit ses muscles, c'est pas que du narcissisme derrière, hein. Qui voit ses muscles se développer, son corps qui change, c'est quand même passionnant d'avoir une emprise sur son corps, etc. Et de le faire évoluer. Et là, pour le mental, c'est pareil. Je sais pas où sont les limites. Il faut faire attention après, hein, comme dans tout, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Il faut faire attention, mais on est quand même bien câblé pour que, en théorie, le cerveau soit capable de mettre sa propre limite et qu'en fait on n'arrive pas à atteindre. Après, c'est toujours compliqué parce que plus on se connaît, plus on a d'expérience, plus on peut réussir à hacker un peu. Mais rares sont ceux quand même qui vont au-delà de la limite mentale. Le physique va t'arrêter si tu as des problèmes. Mais je pense que de toute façon, on va continuer parce que pour moi, l'exemple que tu vas nous raconter aujourd'hui va pouvoir nous permettre de revenir là-dessus un peu après. Du coup, revenons à ce 10e kilomètre et plus, où la partie où ça a commencé à chauffer un petit peu, si j'ai bien compris. Ouais. Alors, dès le début, je m'étais mis dans la tête, je m'hydrate. De toute façon, j'avais une gourde, je m'hydrate énormément, etc. Et je remplis au fur et à mesure. De toute façon, j'ai une perte énorme. Donc, je s'hydratais vraiment au fur et à mesure.
Et du coup, j'ai 10e kilomètre, surchauffe un petit peu, mais ça va, ça va. Je m'étais je m'étais préparé à ça. Donc ça allait. Je réduis un petit peu quand même ma vitesse. J'essaye de pas, voilà, de vraiment courir cool. Et 15e kilomètre, c'est encore un peu plus. Je m'adapte, machin. 20e kilomètre, là je réduis encore un peu plus ma vitesse parce que je sentais que ça commençait vraiment à surchauffer. Vraiment, le poids n'était pas un problème, hein, c'était vraiment, je sentais que ça. C'était surtout au niveau de la tête, vraiment la surchauffe au niveau de la tête. Et après, bon, j'ai pris kilomètre par kilomètre. Je pense autour des 25e. Ça commençait à être vraiment difficile, mais je me suis dit, garde le cap. Garde le cap. Et je crois que c'est le 30e. Non, autour de toute façon 28, 29, 30. Je pense le 28-29, je commençais un peu à divaguer parce que ça fait partie des symptômes d'une hyperthermie. Et du coup, au 30e, je m'arrête, je mets de l'eau, beaucoup d'eau sur la tête. Il y a beaucoup de ravitaillement au marathon, c'est l'avantage du marathon de Paris. Donc les petites bouteilles, je ne sais pas combien j'en ai passé sur ma tête. Ça m'a fait beaucoup de bien. Ça a vraiment réduit. En fait, j'ai enlevé le casque, hein, mais donc je précise. J'ai enlevé le casque, mais Couru sans le casque. j'ai pas couru sans le casque. Voilà. On a C'était respecté vraiment- le défi Voilà, à 100%. non, ouais, il y a le défi, il faut le respecter. Et du coup, voilà, j'ai enlevé j'ai mis beaucoup de. Et après, je suis reparti. Et en fait, j'avais perdu du temps. Et du coup, bah, je me dis, go le rattraper. Et, le 30e, le 32e, je commence à axer. J'ai des petites images pour toi que Clément, le vidéaste qui était avec toi sur la course, m'a envoyé, qui montre un petit peu l'écart entre quand il t'a vu au 20e kilomètre, où je l'entends encore me dire « Ah mais là, il pouvait me parler, ça allait encore, c'était pas facile mais ça allait encore », et le 30e, le jour et la nuit, où bon, tu vas voir ta tête, au final on n'est plus sur la même chose. Donc là, on est au 20e. Voilà, on voit le sourire. C'est le semi là. Il parle tranquille en plus. donc au final Ouais, magnifique. le petit support au passage des gens, ça c'est Le cool. public était incroyable. Le public est incroyable. Là, il a demandé un selfie. Il y en a eu beaucoup, c'était trop cool. Là on est au 20e. C'est n'importe quoi. La chaleur, les frottements. Bon, ça dit quand même déjà que chaleur, frottement. Bon, tu dis c'est n'importe quoi, c'est que déjà tu sens venir quand même que la suite va pas être un long fleuve tranquille. Ouais. Hein. Alors, j'ai dit semi parce que ma montre, elle a un peu déconné. Moi, c'était semi sur ma montre, mais en fait, on était au 20e kilomètre. Voilà. Ça peut jouer un kilomètre d'écart là sur une course comme ça. Ouais. Et du coup là on est au 30e. Deux salles, deux ambiances. La tête est basse Ouais, en tout déjà, cas. la tête. En plus les tunnels, une partie qui a pas dû aider. Alors, vraiment, et le dénivelé, c'était terrible. Le dénivelé, c'était vraiment le plus dur. Donc là je pense que Clément il est moins venu de parler à ce moment-là. Je vais te dire un truc, je l'ai même pas vu, je savais même pas qu'il était. Je t'ai fait alors Nico, tu m'as même pas regardé. Je me suis dit, ok, je vais pas lui parler. Voilà, ça on se le garde pour plus tard. Ouais. Après c'est la ligne d'arrivée. Mais ouais, du coup 20e, bon bah pas facile mais encore présent. 30e, là bon on parle du mur du 30e sur le marathon. Toi je pense que tu étais déjà dans un sacré Ouais. état à ce moment-là. Ouais. C'était vraiment, c'était pas, on va dire, c'était pas les jambes, c'était vraiment cette surchauffe. Et du coup, voilà, arrêt, refroidissement du moteur, et après, on est reparti.
Et là, je me suis dit, j'ai perdu du temps. Là. Je crois le 30e, je le fais en 9 minutes et. Ouais, c'est ça. Quelque chose. T'étais autour de 5,30, 5,40 pendant une bonne partie de la première partie de course. T'avais réduit autour de 5,56 au kilo, ce qui est encore très correct, jusqu'au 27-28. Et on a 1 km 30 en 9,30. Donc oui, là, il y a un petit 3 minutes de... Il y a besoin de faire quelque chose pour aller au bout, en gros, je pense. Ouais. Du coup, je décide d'attaquer. Et c'est ce qu'on appelle... c'est faire sortir un peu la bête. On va redonner les temps à chaque kilomètre après. Et tu vas nous expliquer ce qui s'est passé parce que on a ce fameux kilomètre 30, 9,32. Bon là, il y a eu un arrêt, c'est normal. Après, on repart en 6,42. Donc, allure un peu plus lente que ce que tu faisais avant, mais c'était quand même reparti. 6,36, kilomètre 33, 5,40. Donc là, on est reparti sur l'allure initiale. Et on a un kilomètre 34 en 5,17, qui est donc le kilomètre le plus rapide de ta course, qui arrive à ce moment-là. Et ça, là, il va falloir que tu nous expliques, parce qu'on était à l'agonie au 30e, et tu nous sors un 5,17 de je sais pas où. Et qu'est-ce qui s'est passé sur cette partie de course là C'est là, j'ai débranché en soi. Je me suis dit, t'as perdu du temps. Bon, il te reste 12 bornes. T'attaques. J'attaque. Et alors ça, c'est à force de faire des très gros entraînements, se mettre des races terribles. Je m'entraîne 95% seul. Et j'aime bien m'entraîner seul. Et alors, je le fais pas à chaque entraînement, loin de là, parce que je fais beaucoup d'entraînements aussi très chill. Mais je peux vraiment, à certains entraînements, je me mets vraiment très très mal. Et donc, je suis habitué à ça. Et du coup, là, j'ai totalement débranché. Et bon, c'est le meilleur moment de mon marathon. Hein. C'est un état vraiment de concentration. Adrénaline qui arrive, je ne sens plus rien. Et je cours, mais je fais plus attention à rien en soi. Je zigzague entre les gens, parce que les gens, pas mal, j'ai l'impression, se sont pris ce mur du 30e, et du coup il y avait une différence au niveau kilomètre-heure. Je zigzague et j'avais l'impression d'être seul. J'avais beau zigzaguer entre les gens, j'avais l'impression d'être seul. Et vraiment, j'ai adoré ce moment-là, parce que c'est vraiment, voilà, c'est un moment unique, incroyable. Alors, c'est de pouvoir faire ça. Et j'aurais voulu qu'il dure plus longtemps. D'un côté, alors d'un point de vue... pour vraiment faire un meilleur chrono, j'aurais pas dû faire ça. Parce que je sais, de toute façon, j'allais le payer. Forcément, j'allais le payer. Mais ce que je trouve formidable, c'est que je suis passé d'un état qui est en fait l'hyperthermie, c'est comme l'hypothermie, hein, c'est dangereux. Hein. Je passe d'un état où vraiment pas bien, où en fait, dans l'idée, il faut arrêter. Et il faut justement reposer le corps, etc. Je fais mon meilleur temps sur le marathon. En peu de temps, en quelques minutes. En 15 minutes, quoi. En 15 minutes. Et c'est là où c'est extraordinaire, la capacité du corps à pouvoir faire ça. Et là, c'est bien encore, c'est 80% de mental en soi. Parce que là, vraiment, je me suis mis focus. Parce que ce qui me plaît, c'est que maintenant, j'arrive un peu à faire ça sur commande. J'avais dit, la première interview, j'allais faire... J'allais débrancher s'il fallait, et c'était le cas, parce que je peux le faire sur commande. Il faut surtout pas le faire tous les jours, parce que là on s'abîme. Mais à force de faire des gros entraînements, d'aller toujours des déclics. Moi vraiment je prends ça, il faut comme des déclics. Et du coup voilà, là c'était incroyable, c'était trop bien. Bon, forcément, je l'ai payé. Revenons quand même sur cette partie-là. Moi, je vois deux choses une un peu comique, parce que j'imagine un petit peu sur ton petit kilomètre en 5,17, là, slalomer entre les coureurs qui étaient en train de se prendre le mur. T'as dû leur mettre un coup de massue en mode, tu te prends le mur, et là, t'as un mec en tenue de pompier qui te double. Ah non, là c'est le truc. Et lui, en plus, il a l'air bien. Bon, parce qu'ils savent pas que toi, en fait, ils savent pas ton histoire, ils savent pas ce que t'as eu avant. Donc eux, ils se disent juste... Le mec, en plus, il accélère, il est en forme. Donc j'imagine un petit peu le sentiment que ça a pu être.
Mais C'est surtout que dans ces moments-là, ça m'arrive de râler. Le corps s'exprime. On retrouve beaucoup en grimpe, en escalade. Et genre, Vamondra, celui, le numéro 1, il va beaucoup crier. En fait, ça libère. C'est quelque chose. C'est libre. Et donc, en fait, en fait, je criais pas, mais j'avais des sortes de râles. Donc les gens, ils devaient... je m'imagine en regardant... le mec... toi, tu veux dire râler, pas se plaindre. Ah non, le râle. Ouais, le râle, ouais. voilà. Un peu. Parce que moi, je râle beaucoup, mais c'est pas la même chose. Ah non, mais c'est pas le râle, c'est pas... C'est une sorte de cri un peu. Je crie pas, mais c'est une sorte de cri. Oui, t'étais une sorte de transe en fait à ce Ouais, moment-là. c'est cet état-là. On appelle ça aussi l'état de flow en course à pied. Bon, l'état de flow dont on parle en course à pied, c'est quand il y a de la douleur. Mais c'est un peu de ça quand même. Tu sais, oui, la douleur, elle est toujours là, mais il y a un moment où elle existe plus trop. Et je me rappelle. Enfin, moi, il y a une fois en particulier où je me rappelle avoir eu ça, c'était marathon de Berlin. La 34e, ça me fait toujours rire parce que moi, c'est des trucs. Il s'est toujours passé des trucs à mes 34e au marathon. Et là, j'ai vu 34, je dis pourquoi. Mais ouais, il y a des fois sur certaines courses, c'est très très rare où tu as ce moment de j'avais mal et là, il n'y a plus rien. Tout est parti et ça devient presque facile pendant un moment, mais qui ne dure jamais. C'est ça le truc aussi, c'est que il faut en profiter sur le moment parce qu'il y a toujours après le retour de la réalité, sauf quand ce moment arrive sur la toute fin. Mais bon, toi, on était encore à 8 km de l'arrivée. Et 35e, on est encore en 6-0. Là, c'est reparti sur un rythme plus... Ouais, j'ai vu que de toute façon, ça allait me cueillir. Mais après, bon, 36e, on est en 6-43. Déjà, ça commençait à repartir dans l'autre sens. Et après, on a un 37e kilomètre en 14-27. Donc là, c'est le moment où tu as dû payer cher. Je l'ai payé. Non, ouais, vraiment, d'un point de vue pour le temps, c'est ce que j'ai fait. Voilà, celui qui cherche la perf, etc., est un peu idiot. Mais en soi, c'est le meilleur moment de mon marathon. Et c'est extraordinaire. Ce flow, c'est parfait. C'est des moments, c'est parfait. Parce qu'en fait, l'adrénaline en bas en soi. Et aucune douleur. Et on parle toujours, on parle de plus en plus vivre l'instant présent. Dans ces moments-là, c'est vraiment incroyable. Donc, aucun regret. J'arrive je sentais que ça allait arriver encore bien plus fort parce que la première était violente et la deuxième au 35e hyperthermie. Je divaguais et je sais, tu m'aurais posé la question, t'es où? Je ne saurais pas, j'aurais pas pu te répondre. Heureusement qu'il y avait un ravito. Là, je me suis beaucoup encore arrosé la tête. J'étais vraiment dans le mal. C'est totalement satellisé en soi. Donc vraiment dur. Et du coup, ça a pris du temps. Et 14 minutes, ça a vraiment. Et puis les minutes, elles défilent vite quand on est dans un état comme ça. C'était et du coup après, je suis reparti, mais là, j'avais plus grand chose à offrir en soi. Parce que s'en prendre deux en moins d'une heure, c'est quand même c'est particulier. Et du coup, j'ai vraiment fini au mental, vraiment, parce que j'avais vraiment plus rien à offrir. Je regardais ma montre, je donnais tout, je voyais 7 minutes le kill, je me disais mais je donnais tout, hein, vraiment, genre j'étais... c'est la définition d'être sec de chez sec. Et puis du coup, voilà, les derniers kilomètres, très longs. Hein. Très long, parce qu'en plus, les 20 premiers kilomètres, je les ai trouvés plutôt courts en soi. Vraiment, c'est vraiment... t'étais prêt, quoi. J'étais prêt. Mais les derniers, vraiment, c'est ce casque qui fait cocotte minute. En plus, c'est des casques justement pour nous protéger. C'est un casque. Tout ce que j'avais comme tenue est opérationnel. Hein. Donc, c'est un casque vraiment pour aller au feu. Donc, c'est pas du tout fait comme un casque de vélo ou pour respirer. C'est pas du tout fait. Oui, il faut préciser. C'est ça, c'est important. C'est que cocotte minute, c'est vraiment l'effet. Parce que là, du coup, le but réel de cet équipement, c'est de te protéger de la chaleur extérieure qui va être extrême. Donc tu dois essayer de garder ta fraîcheur à l'intérieur du casque, en fait, ta fraîcheur d'humain. Donc oui, tu vas avoir chaud, mais beaucoup moins que si tu n'avais pas ça. Là,
En fait, tu l'utilises dans le côté inverse. Toi, tu fais un effort qui va te chauffer à ton maximum, et ce qui pourrait te permettre de te refroidir, tu le laisses pas rentrer dans ta tenue au final. Donc, ouais, c'est. Je pense qu'on peut pas. Enfin, c'est très très difficile, même de s'imaginer ce que ça peut être. Enfin, moi, en tout cas, je trouve ça impossible. Mais c'est inspirant et intéressant de se dire aussi que le corps humain, on peut lui faire des choses qui paraissent impossibles sur le papier. Enfin, toi tu vas me dire non, tout est possible, mais sur le papier, ça paraît impossible de courir un marathon dans ces conditions. C'est une expérience intéressante en soi. Mais ça reste, c'est violent. C'est une expérience, faut pas. C'est pas. Ce qui est du long en soi, hein, parce que quand même 4h30 dans cette tenue-là, c'est quand même c'est particulier, surtout en faisant un effort comme la course à pied. Mais voilà, moi je trouve ça, c'est quand même des expériences assez violentes en soi. Faut pas. Ce que je veux dire, c'est que j'incite pas les gens à faire ce genre de choses, quoi. C'est quand on recherche quelque chose d'un petit peu. Et moi, je suis passionné d'un truc, c'est que on va dire, pour faire un marathon, prenons pour faire un semi-marathon, il existe des plans d'entraînement. Si tu l'appliques, t'as 80. Si, après, il y a toujours certaines données, mais t'as grande chance de le réussir. Et moi, j'aime bien, c'est justement, je me mets dans des défis où il y a très peu de monde qui les ont fait, parce que du coup, il y a très peu de données, et du coup, il faut que je crée moi-même mon plan d'entraînement, que je fasse mes propres recherches, et que je regarde ce qui marche pas ou ce qui marche, etc. Et ça, je trouve ça passionnant, parce que j'apprends énormément de choses, je suis obligé de m'intéresser à énormément de choses, et je trouve que ça fait vraiment évoluer, ça fait grandir, et c'est là où on fait des rencontres, parce que j'aime beaucoup faire des rencontres, et forcément, on fait plein de sports différents, etc., et quand on commence à pousser dans l'extrême, moi j'ai remarqué, hein, c'est quand on commence à pousser dans l'extrême, on rencontre des gens vraiment, vraiment intéressants. Il y a quelque chose d'étonnant. La Barclay, je pense que maintenant, tout le monde un peu la connaît. Moi, je la connais depuis des années, mais je pense que maintenant, elle a vraiment... Tout le monde commence à un peu la connaître. Je pense que c'est 70% des finisseurs, comme ils appellent, c'est des ingénieurs. Et la plupart, c'est ingénieurs à la Silicon Valley. C'est loin d'être... Et je trouve que plus on pousse en sport, plus on rencontre des gens intéressants et avec des parcours de vie intéressants, etc. Et moi, je trouve ça tellement riche. C'est pour ça aussi, j'aime bien faire tout ça. Mais, De toute façon, à la base, tu utilises le terme expérience. Il y a aventure, challenge, mais expérience, le mot se rapporte au côté expérimentation et au côté scientifique de la chose. En fait, pour arriver à faire ça, il y a forcément un chemin qu'il faut tracer et aller un petit peu zigzaguer pour prendre tous les éléments. Parce que déjà de base, le marathon a beaucoup de facteurs qui sont importants à prendre en compte. L'entraînement évidemment, le mental, avec quoi tu cours, ta nutrition, ton hydratation, enfin déjà pour le commun des mortels courir un marathon prend énormément de facteurs, ce qui fait que cette distance est mythique. C'est aussi parce que il y a beaucoup de chances d'échouer, parce que tous ces facteurs, c'est difficile de les mettre, c'est extrêmement difficile de les mettre tous, de les réussir, mais de rajouter cette contrainte là pour toi, c'est sortir totalement du champ et se dire ok, là, je suis vraiment dans un champ nouveau et je comprends très bien ce que tu veux dire. Et je pense que c'est ça c'est ce genre d'expérience qui fait avancer toi, mais c'est aussi les expériences qui font avancer tout le monde et la connaissance en général. Parce que en discutant, moi j'apprends des choses, j'espère que les gens qui nous écoutent apprendront des choses. Mais il y a aussi d'autres personnes qui font ce genre de défis, qui vont s'inspirer de ça, et au global on en tire toujours des choses positives sur l'avancée du sport et de la connaissance de l'humain, parce qu'il y a des gens qui vont faire ça d'ailleurs de manière plus formelle, on va dire, avec plein de capteurs, et puis faire ça, j'en ai vu un l'année dernière je vois qui c'est, mais au marathon du Mont Blanc, qui a couru avec un masque à oxygène pour mesurer pendant tout le long. Il était bardé de capteurs pour faire sa course et pouvoir en tirer des trucs après.
Toi, t'as pas fait ça, mais en soi, c'est quelque chose qu'on pourrait imaginer aussi, de se dire, on en parlait tout à l'heure, avoir le capteur de température, même au-delà du côté expérience, sur le côté santé et danger, parce que je disais, mais pour le coup, le défi que tu t'es mis, il y a un côté risque qui est important dedans, et avoir peut-être un capteur de température, ça aurait pu nous apporter des infos pour discuter, mais ça aurait pu être surtout un truc pour toi d'avoir cette info et de te dire, j'ai vu avec des gens spécialisés là-dedans qui m'ont dit qu'à partir de là, il faut faire très attention et de gérer ce danger, entre guillemets. Ouais, clairement. C'est un de mes plus gros regrets de ce marathon-là. J'ai pas réfléchi à ça, tout bêtement. Et avec le recul, ouais, j'aurais vraiment température, tension et glycémie. Je pense que ça aurait été intéressant. Bon, la glycémie, un petit peu, c'est pas forcément le plus intéressant forcément dans l'aventure, mais j'aurais voulu avoir plus ces données-là. Et c'est vrai que et puis j'aurais pu après des pompiers, j'en discute après, eux, certains aussi qui poussent un peu les choses au maximum, ils auraient bien voulu avoir ce genre de données, ça les intéresse vraiment. Et c'est vrai que si c'est sûrement un de mes plus gros regrets de ce marathon-là, c'est justement avoir plus de données. Parce que j'ai mes kills comme tout le monde, mais c'est vrai que parce que c'est intéressant. Je pense que je suis allé assez haut parce que je m'étais entraîné à l'hyperthermie. Ça veut dire un spa à 90 degrés pendant 1 heure, ça allait. Mais du coup, à hammam aussi, des entraînements avec une cagoule, où je montais vraiment en température. Mais tout ce que j'ai fait par rapport au jour J, rien à voir. Rien à voir par rapport à la violence du 30e et surtout du 35e où vraiment j'étais... ouais, tu me demandais où j'habitais, je n'aurais pas su te dire, quoi. Satellisé, quoi. Le côté impressionnant, c'est quand même... Enfin, pour moi, là, quand je vois ce kilomètre en 14-27, celui du 30e, il y a quand même un bon 3-4 minutes de perdu, c'est beaucoup. Celui du 35e, ça veut dire que tu t'es arrêté un bon 6-7 minutes. C'est dur de repartir après. Parce que ton corps, il est aussi en mode « Ah, il m'a donné l'opportunité de m'arrêter. Je vais tout faire pour qu'il reparte jamais à ce moment-là, en fait. » Il va employer toutes ces techniques. J'ai compris ton état d'esprit, ça ne pouvait pas arriver. Mais je suis sûr que ton corps, il t'a envoyé tous les signaux possibles de « Ok, maintenant que tu as arrêté de courir, stop, tu arrêtes là. » J'ai eu... C'est marrant, c'est intéressant parce que je réfléchis au fur et à mesure parce que j'avais pas réfléchi à ça. J'ai eu beaucoup d'échecs en sport, hein, vraiment, j'en ai enchaîné tellement. Parce que forcément aussi quand on se lance des défis, quand on parle de record du monde, etc., il y a de grandes chances d'échouer quand même. Hein, c'est pas parce qu'en face ils s'entraînent aussi. Et du coup, j'ai beaucoup échoué, etc. Et c'est marrant ce marathon. Et en vrai, je pense, avec le recul, c'est une de mes plus grandes fiertés. C'est que en fait j'ai jamais douté en fait c'était sûr et c'est marrant parce que le 35e je sais ce que c'est, hein, le corps qui envoie le cerveau dans ces moments là il a des excuses mais incroyables pour abandonner et toutes les excuses sont bonnes, il est vraiment incroyable dans ces moments là et j'étais tellement en focus que en fait même mon cerveau m'a rien envoyé dans ce... Je m'en rappelle pas. T'as aucun souvenir d'avoir un moment où tu te dis à ça Non, c'était fort. Ouais, et vraiment, tu vois, avec le recul et grâce à l'interview, je pense que c'est une de mes plus grosses fiertés de ce marathon. C'est en mode, j'étais déterminé. Et je trouve ça cool parce que vraiment, j'ai connu, et je vais sûrement encore connaître demain, tellement d'entraînement et de courses, de compétitions où je me suis trouvé 1000 excuses. Et je me suis fait emporter par ces excuses et donc et c'est pas le cas de ce marathon, donc trop cool. Mais je suis d'accord avec toi parce que je suis bien placé pour en parler. Je sors d'une course où j'ai abandonné, où en réalité oui il n'y avait pas tous les facteurs pour y arriver machin, mais à la fin faut pas se cacher que c'est quand même tes propres excuses qui t'amènent à te créer le scénario de
ça arrive, de toute façon ça arrivera toujours, surtout quand c'est pas un... Je trouve que c'est ça qui est important, c'est que quand tu as un objectif qui est hyper fort, bah ça renforce aussi beaucoup le côté je vais tout mettre pour le faire et je vais donner 100% de mon mental. Et là l'objectif il était tellement fort qu'en fait, et que tu étais tellement à avoir mis ça comme un truc important qu'en fait là le jour J il y avait pas le choix quoi. Mais à un stade que moi j'ai jamais connu. Enfin, en fait je t'envie de ce moment-là de dire j'aimerais bien voir sur cette course-là un jour me dire là il n'y a pas eu de... Peut-être que je l'ai déjà eu mais sur des trucs moins gros et qui du coup n'ont pas ce sentiment à la fin. Parce que si je repense marathon de Berlin, j'ai rien à me reprocher sur la course. Mais c'est un 7e marathon. En fait, à la fin, quand on a fait 7, t'as peut-être pas le même truc. Et il faut aller chercher d'autres choses. Je trouve que toi, tu l'as fait sur une première expérience là-dessus. Dans tous les cas, c'est une première quand tu le fais dans ce mode défi. Chaque défi est différent. Mais j'aime le côté détermination extrême qui est arrivé par je sais pas, par tout ce cheminement que tu as eu en fait. Et c'est un accomplissement qui est plein de fierté, mais qui va aussi t'amener pour tes prochains défis, parce que je doute pas qu'il y en aura, une assurance en plus. Là, la preuve, t'en avais déjà pas mal. Tes défis précédents t'en avais amené, mais là pour les prochains, on va pas aller sur les prochains tout de suite, parce on s'est arrêté vers le 39e. Il nous reste encore quand même les petits kilomètres de l'arrivée qu'on va aller voir, parce que moi je t'ai croisé vers le 41e. Oui, c'était compliqué, mais t'étais encore en train de courir, quoi. Donc peut-être que t'étais à 7,40 comme tu disais, où ça avançait plus, mais tu courais. Et en réalité, quand je vois les gens qui étaient autour, ils étaient tous aussi... Il y avait beaucoup d'hyperthermie, même pour les gens qui portaient pas de tenue de feu. Donc, t'étais dans le cadre. Est-ce que tu as des souvenirs de cette partie-là ? Moi, j'ai le souvenir de toi qui a le réflexe de sortir ton drapeau pour les 500 derniers mètres. Ça, c'était... Ouais, donc, tu avais encore la présence d'esprit de te dire attends, ça, je me le suis mis dans le... C'est ça. En fait, je pense qu'on se fait des... J'ai tellement réfléchi que je savais que j'allais le sortir. Ouais, j'ai même pas... Je réfléchis. Je me rappelle, je pense au 38, 39, je divaguais un peu et j'avais un ami, Nico, qui était là. Et je lui tenais l'épaule pour un peu marcher droit. Et puis après, c'est vrai, j'étais dans cet été-là. Et quand on arrive quand on s'est vu, etc., il y a toujours le corps qui repart un tout petit peu. Et un tout petit peu plus, c'est la fin. Et je pense le corps envoie un petit peu d'adrénaline. Et du coup, ça repart légèrement, même si voilà. Donc je crois pas avoir... du marathon, je crois que j'ai marché dans les montées, dans une ou deux montées des ponts. Là. Ouais. Parce que justement, c'est là j'étais vraiment mal. Je pense que voilà, autour du 35e, je pense que et puis c'est par là en plus les ponts, donc j'ai marché. Et sinon, ouais, la fin, je crois encore, mais je m'étais mis en mode automatique, quoi. Parce que je marchais dans les montées justement pour éviter de trop surchauffer à nouveau, etc. Et du coup, voilà. Et du coup, ouais, les derniers kilomètres, je me rappelle d'une très grosse ambiance. Et après, voilà, sortir le drapeau, parce que ouais, je courais pour l'ODP. Bon, on en avait parlé déjà la première interview. Donc ça me tenait à cœur, etc. Et c'était important de le sortir. Et, ouais. Et puis ouais, la fin, ouais. La fin qui était... ça fait plaisir de passer cette ligne d'arrivée. Même si en fait, je me rappelle plus trop. J'allais dire, est-ce que tu t'en rappelles ? Parce que non, en fait, j'ai un peu des... c'est comment dire ? C'est des flashs. Je me rappelle que tu étais là. Mais je pourrais pas te décrire vraiment toute la fin. Et je me rappelle... quand j'ai passé la ligne d'arrivée, et après je me rappelle plus trop, et puis après... J'ai aussi des petites images, là, si tu veux revoir un petit peu, je pense pas que tu les aies revues encore, les images. Si, j'avais juste une vidéo, j'avais vu... Ok, là du coup on a le passage de la ligne d'arrivée, et le moment que
tu te souviens pas, qui est juste après quand tu es au sol. On va pouvoir commenter un petit peu ensemble aussi. Avec le speaker du marathon de Paris. Et là, du coup, bah ouais, à la ligne d'arrivée, c'est difficile. Je sais qu'il y a les secouristes qui sont venus nous voir en mode vous êtes sûr, hein, il a pas besoin d'aide C'est un comble pour un pompier. Voilà, c'est ça. Il y avait des crampes aussi. Tu t'en souviens peut-être pas, mais. Si, la crampe, je m'en rappelle. Mais tu te relèves tout seul. Et c'est là où en fait, quand tu t'es relevé tout seul, c'est le moment où les secouristes ils se sont dit ah ok, là c'est bon. Un gars qui se relève tout seul en général, c'est qu'il n'y a pas trop de soucis. Même moi, quand je suis venu, je me dis ok, d'accord. Je pensais qu'on allait devoir franchement le relever à la main, mais non. Il restait quand même un peu de jus. Enfin, disons que. Ouais, est-ce que tu te souviens de ça? En fait, je me rappelle d'être passé la ligne d'arrivée. Et après, je me rappelle plus trop. Je me rappelle qu'à un moment, j'étais allongé. Et je me rappelle des crampes parce qu'en fait, j'essaie juste de me remettre juste debout et les deux jambes en même temps. C'était les deux en même temps. Et puis après voilà, j'étais un peu dans le gaz. Dans le gaz, ouais. Pour le coup, là, on revient sur quelque chose qui parle à beaucoup de monde. Ouais. À la fin, sur la ligne d'arrivée, tout le monde... quand le corps, on lui dit « ça y est, c'est terminé », bon ça, je pense que tu commences à connaître ça aussi. Sur un gros truc, le corps, tu lui dis « ça y est, cette fois, c'est fini ». Et il y a un moment que je trouve magique aussi dans comment fonctionne le corps, où tu peux passer de « je cours » à « je suis incapable de bouger » en fait, en 1 mètre. Ouais. Et... j'ai jamais réussi à expliquer vraiment cet aspect-là où ça arrive à tout le monde. En fait, ta crampe, t'aurais pu l'avoir 10 mètres avant. Ouais. Mais c'est ce moment où en fait tout s'arrête. Je pense qu'aussi il y a pas mal de processus qui, à l'intérieur du corps, en fait, s'arrêter d'un coup, c'est peut-être tout aussi violent au final que l'effort en lui-même. C'est tout s'arrête. Ouais, je pense que l'arrêt aussi peut être très brutal. Après, moi, à l'entraînement, ça m'arrive souvent dans ma belle campagne, je me mets vraiment des doses à l'entraînement et je finis en PLS dans le fossé. Donc peut-être c'est le truc en réflexe, en mode, mais parce que j'ai plus rien, quoi. Je suis en train de t'imaginer là, allongé dans le fossé à la campagne. Heureusement, il y a peu de circulation et donc voilà, les gens... Personne ne le retrouve jamais. Je vais finir, un jour ça va m'arriver, qui arrive à s'arrêter dans un fossé. Mais non, voilà, donc... Ouais, après ouais, j'ai repris mes esprits, mais j'étais pas... Ça a pris un peu de temps en soi. Mais quand même, la fierté, elle était là sur le moment? Ou ça aussi, non, c'est arrivé? Non, ça arrive c'est arrivé après. quand? Je pourrais... Je sais pas trop. Je pourrais pas... Ça, je pourrais pas l'analyser. Juste qu'en fait, content que on est juste content que ça s'arrête en soi. C'est ça le... Mais ça le fait pour tout ce qui est un peu... pour extrême, et j'en suis sûr, c'est même arrivé pour une partie des marathoniens. On est juste content que ça s'arrête. Et après, les heures, peut-être les jours, c'est là où on commence à se dire ah ouais, mais en fait, je l'ai fait et c'est trop cool. Mais sur le moment, j'étais non, on est satellisé, on n'est pas. Tu n'es plus là. Non, ouais. Il faut d'abord reprendre ses esprits, se reposer avant de pouvoir analyser quoi que ce soit. Mais ouais, ça c'est sûr qu'on fait pas tout ça pour les quelques minutes qui suivent après. Mais c'est beaucoup de sportifs, surtout plus c'est extrême, plus ils sont comme ça. Je pense que par exemple, un 100 mètres, ouais, on peut vraiment, la personne, on voyait Usain Bolt quand il faisait ses tours et ses tours après, et on peut vraiment profiter. Mais je pense que, parce que l'effort est vraiment court, mais sur du long comme ça, où on a poussé un peu la machine, ouais, c'est compliqué. Et là, du coup, aujourd'hui, 3 semaines après, ce sentiment, il est... comment tu décrirais l'accomplissement, la fierté, ce que ça t'a apporté, en fait, comment à froid, comment tu l'analyses, tout ça Comme j'ai dit, ouais, vraiment content de mon état d'esprit. Vraiment content parce qu'en soi, mon entraînement,
parce que c'est vraiment, j'ai tout fait de A à Z, j'ai tout réfléchi de A à Z pour ce projet-là. Et j'ai vu que sur le lest, par exemple, j'avais fait vraiment que des bons choix. Donc j'ai fait vraiment une très grosse partie où j'ai fait du renfort. Et je suis content de ça, c'est-à-dire que vraiment j'arrive à avoir Je regarde pas mal de choses à droite à gauche, et maintenant j'arrive à faire les bons choix au niveau entraînement. J'ai fait toutes les erreurs possibles et inimaginables avant, mais vraiment ça je suis content. Content de l'avoir fait à Paris, et vraiment j'ai plus le même regard sur le marathon. Bon, en plus, c'est un regard un peu bête en soi parce que j'en avais jamais fait. Mais pour moi, c'était vraiment le truc un peu surfait. Et vraiment, je faisais erreur parce que vraiment plus. Ouais. Et puis du coup, j'encourage parce que c'est une belle aventure en soi. C'est un truc à faire. Voilà. Pour ceux qui aiment bien un petit peu les défis, je parle de faire un marathon tout court, pas en dessus de feu. Mais, mais c'est un truc à faire parce que ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Et je comprends l'engouement. Je comprenais pas forcément. Je me disais c'est juste le truc un peu à la mode. Mais non, derrière tout ça, il y a des choses vraiment intéressantes. C'est un peu à la mode, parfois trop, parce que certains le prennent à la légère en mode il faut faire un marathon, j'y vais. Mais je pense que la grande majorité des gens, du coup, ont l'état d'esprit qu'il faut sur ce challenge et aussi la fierté qui va avec. Je pense que le côté mythique du marathon, il s'explique pas tant qu'on ne l'a pas fait, parce qu'il faut vivre cette distance pour comprendre pourquoi elle est longue sans être, c'est pas un ultra, mais suffisamment longue pour avoir vraiment des côtés qu'on retrouve pas sur autre chose, en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, en fait, c'est la bonne distance pour commencer à vivre certains trucs. C'est ça qui peut donner goût justement à faire un peu plus loin. Bah du coup là, on peut se poser la question, est-ce que c'est une étape? Est-ce que t'as déjà des idées sur d'autres choses dans le futur? Course à pied, pas course à pied? Est-ce que pour l'instant t'es toujours en mode non, là ça fait 3 semaines, me parlez pas des prochains défis, je continue de récupérer? Ou est-ce que ça t'a déjà aiguisé? Je sais que souvent les coureurs disent plus jamais juste après. Et dans la semaine qui suit, là, quand tu commences à te reposer, tu dis bon alors, sur quoi on repart maintenant? Je sais pas, c'est quoi ton état d'esprit à toi? On est tous pareils. Là, je suis encore, je suis encore très fatigué parce que j'ai enchaîné beaucoup de choses après. J'ai enchaîné une formation pompier qui était. Ouais, tu peux nous en parler aussi, parce que repartir dès le lendemain au travail avec une grosse formation, avec la fatigue, ça n'a pas dû être simple non la plus, nuit même, je suis parti en Charente-Maritime. C'est vrai, tu partais la nuit même, j'ai Ouais, oublié. pour devenir formateur de pompier. Ça s'appelle du TAS, c'est technique d'auto-sauvetage et de sauvetage de sauveteurs. Donc on parle de sauvetage, donc c'était très intense. Bon, j'étais avec des super collègues, des super formateurs qui est vraiment très riches. Et c'était ils ont poussé un petit peu aussi, et j'ai vécu des choses vraiment intéressantes, surtout au niveau du stress, etc. Donc en fait, ça faisait en quasiment une semaine, j'ai appris tellement de choses sur moi, parce que durant cette formation, j'ai appris des choses aussi. Parce que du coup, je suis arrivé en mode... bon, bah maintenant, j'arrive à faire un marathon tenue de feu. Il n'y a plus grand chose qui m'arrête. Et non, en fait, j'ai appris d'autres choses, etc., sur le stress, etc., qu'il faut que je digère, que j'analyse avec le temps. Donc ça a été vraiment une semaine tellement riche. Et puis après, je suis retourné à Chamonix, faire un peu d'alpinisme, etc. Mais est-ce que justement l'enchaînement de tout ça, c'est pas ça qui fait aussi un peu qu'aujourd'hui là t'es encore ah oui, encore totalement, fatigué parce que mais c'est comme ça, c'était le planning était fait comme ça, et puis quand on dit un truc, on assume. Du coup, voilà. Mais c'était et puis j'aime ça, moi j'aime quand c'est intense comme ça. Mais du coup là, il faut que je calme, surtout au niveau sport. Donc là, c'est le but. Et du coup, au niveau projet, j'ai l'ultra d'Andorre. Je vais y aller un peu au talent. On verra. Quelle distance? C'est 100, un peu plus de 100 bornes. C'est bon, ça commence par 100 déjà, donc.
6800, mais j'ai pas regardé, j'ai rien regardé d'autre. Ça me fait rire de y aller comme ça. Et je peux me faire karma, hein. Il y a de grandes chances même que je me fasse karma. On verra. Je vais pas appliquer un programme d'entraînement. On verra. On verra. Et puis ça va être une expérience encore à nouveau terrain. Alors j'y vais avec les copains. Et donc ça va être. Ça va être, je pense que ça va être drôle. Ça va être marrant. Quoi qu'il arrive, je pense que ça va être marrant. Mais on verra. Après, j'ai mangé beaucoup de dénivelé, beaucoup de montées de marche, etc. Et là-haut, c'est quasi 6800 sur 100 bornes. Ça fait quand même, ça fait un peu de dénivelé au 10 Ça va km. faire des bonnes inclinaisons sur les Ouais, pentes, à mon avis. et j'aime ça, moi en plus, j'aime ça. Donc en fait, voilà. S'il était totalement plat, je m'inquiéterais plus, mais là, comme c'est pas mal de dénivelé, on verra. Oui, j'ai envie de dire, je ne dévalorise pas du tout le trail, mais l'avantage, c'est que ça peut se transformer en rando un peu plus qu'un marathon. Où un marathon, tu viens pas pour ça et tu te dis pas, bon, bah c'est bon, je vais marcher les 20 prochains kilomètres. Non. Ouais. Mais en trail, il y a la marche fait partie du trail, et du coup, il y a quand même une gestion du ravitaillement qui est très différente aussi, parce que l'effort est beaucoup plus long, donc moins intense. Donc tu peux beaucoup plus le gérer dans la. Ouais. Ouais, c'est très. Je connais pas ce genre de distance, mais j'imagine juste la différence que c'est en termes de. Oh bah de c'est comment plus, tu le vis. ouais, c'est plus aventure. C'est moins, ouais, il y a moins de pression en soi, je trouve. Parce qu'en fait, ouais, tu perds 10 minutes à un ravitaillement, bah en fait, tu t'en fiches parce que c'est tellement bon. Puis voilà, il y a les 3 premiers qui jouent le podium. Mm. Et puis après, le but c'est de le finir. Donc c'est pas le même état d'esprit que là. Il y a une grosse quand même partie des gens qui arrivent sur un marathon, ils veulent faire une perf. Il y a une notion de temps. Là, il y a sur l'ultra, ouais, il y en a beaucoup qui se mettent un peu de temps, mais en soi, genre, j'ai envie de dire, t'es même pas à 1 heure près, quoi. Parce que il y a tellement, rien que les problèmes gastriques peut te faire perdre, mais je sais pas combien d'heures, quoi. Et donc, vraiment, c'est pas. Et puis après, beaucoup d'alpinisme. C'est aussi, ça fait partie de mon état d'esprit. J'ai goûté au mixte, c'est un peu, c'est les grandes parois, etc. Alors, c'est la glace et du rocher, donc c'est vraiment à la verticale, dans le Mont Blanc, où voilà. Et ça demande d'avoir un état d'esprit quand même très très fort, parce que tu peux pas faire ce que tu veux. Et du coup, Oui, pour le coup, la nature, il faut toujours se mettre en mode là. C'est pas là, il faut que je fasse les choses bien. C'est pas une question, c'est une obligation. C'est une obligation, et c'est une obligation, pas le droit d'abandonner. Et en découvrant ça un petit peu j'ai fait les cascades de glace, etc. C'est un petit peu, je fais que goûter pour l'instant. Donc c'est un très bon état d'esprit quand on arrive sur des sports où tu as le droit d'abandonner. J'avais le droit d'abandonner au marathon, j'avais le droit d'abandonner dans plein d'autres. La plupart des sports, on a le droit d'abandonner. Quand on fait ce genre d'activité en haute montagne, on n'a pas le droit d'abandonner. Parce qu'en fait, si on abandonne, c'est ou l'accident ou encore plus grave. Donc ça donne un état d'esprit, c'est ultra intéressant. Et peut-être il y a un petit projet là, il y en a des gars qui ont monté. Quand ça part comme ça, là, j'attends de voir ce que ça va. Donc, le cercle polaire arctique allait faire des cascades de glace là-haut. Donc peut-être voilà, février. Et sinon, mon gros projet de l'année prochaine, j'y réfléchis. Donc, voilà. Tu nous gardes ça secret. Ouais, je manque pas d'idées. Je manque pas d'idées, et puis ça sera toujours bien relevé, voire plus, on verra. Et bah, on suivra tout ça, hein. On va continuer de s'y intéresser, puis je me ferai un plaisir de partager ton prochain défi pour que tout le monde puisse te suivre. Merci. La prochaine fois. Est-ce que tu aurais quelque chose qu'on n'a pas forcément abordé, que tu voudrais, dont tu voudrais discuter, ou quelque chose que tu veux préciser pour finir? N'hésite pas, hein, t'as des choses qui te restent en tête. C'est quoi ton avis sur marathon en tenue de feu comme ça? C'est intéressant parce que je me rappelle le moment où tu m'as écrit la première fois, et j'étais en mode, c'est pas du tout ce que je fais, parce que moi dans ce que je fais, je recommande aux gens de faire les choses
carrés et des défis simples entre guillemets, enfin simples Ouais. dans le sens conventionnel. Voilà, simple c'est pas le mot, mais conventionnel. On sait ce que c'est de courir un semi, un marathon, et j'essaie de les accompagner pour éviter les erreurs. Mais en même temps, dans tout ce que tu as dit, j'ai fait des erreurs à tous les étages, enfin partout, tout le temps. Moi, c'est aussi mon histoire en fait d'avoir fait tout un tas d'erreurs, et du coup, ça m'a permis de faire ce que je fais aujourd'hui. Et j'aime bien aussi ce côté un peu aventurier parce qu'il fait apprendre beaucoup, mais il faut accepter les échecs qui vont avec. Donc c'est un équilibre. Si on revient à ta question, ça m'intéressait de justement d'aller dans quel... Moi, ce que je veux faire aussi avec ce podcast et sur mes réseaux maintenant, c'est aller voir des gens qui font des choses différentes de ce que je fais. Et qui vont... Et en fait, c'est comme ça qu'on apprend, en fait, parce que si on parle uniquement avec des gens qui font exactement la même chose que nous, qui ont le même état d'esprit, qui pensent pareil, bon, c'est cool, mais au bout d'un moment, t'apprends plus rien. Alors que là, je voulais aller chercher quelque chose, de me dire comment il fonctionne, qu'est-ce qui l'a amené à faire ça, comment il le fait, comment il le vit. Enfin, tout ce qu'on a pu voir aujourd'hui, en fait, c'est hyper enrichissant. Ça veut pas dire que moi, je vais faire ça et que ça m'a tenté de le faire. Clairement pas. Mais j'aime bien m'inspirer de tout ce qui peut exister, de tous les défis que peuvent se donner les gens. Et peut-être que la prochaine fois, j'irai voir dans un sport différent de la course à pied. Parce que je suis sûr qu'on peut en tirer des choses, nous, dans notre vie, dans notre pratique. Et il faut s'ouvrir l'esprit, en fait. Ouais, je suis d'accord. Ouais, et faut mes défis, mes projets, mes expériences, tout ça. Qu'est-ce que ça m'a fait grandir dans la vie de tous les jours aussi, parce que c'est pas juste du sport pour faire du sport. Faut voir tout ce que ça m'apporte, l'évolution que ça m'a permis. Il y a encore quelques années, devant le micro, j'aurais été là paralysé, quoi, en mode machin. Et vraiment, je trouve que c'est grâce au sport et toutes les facettes, parce que c'est pas juste courir en soi. Il y a tellement de facettes. Et c'est ça, moi je trouve ça passionnant et j'encourage. Donc, ouais. Je suis 100% d'accord avec ça. Le sport est un... Moi, mon premier coach, au tout début, j'avais 16 ans, 17 ans quand j'ai commencé, il disait la course à pied, c'est l'école de la vie. Le sport en général, du coup. Mais tout ce qu'on fait, et ça a beau faire 20 ans que je fais le même sport, il y a tellement de choses différentes qu'on peut en tirer. Et enfin, tout ce que Running Addict, tout ça, c'est pareil, ça en fait partie pour moi. Et c'est une évolution comme une autre, en fait. Chacun a son évolution, chacun en tire des choses pour sa vie, et juste vivre des expériences, faire des choses. Et je trouve que ça permet enfin, c'est ce qui fait qu'on s'épanouit, c'est de juste tenter des trucs, voir ce qui se passe, pas trop se poser de questions tout le temps non plus. Et puis à la fin, on se fait plaisir. Et puis moi, ça me permet de rencontrer des gens comme ça et comme toi. Et ça me fait plaisir de d'avoir pu prendre tout ce temps pour échanger ensemble. Merci beaucoup à toi, parce que vraiment, je t'ai envoyé un message vraiment au culot. Et du coup, j'étais très heureux et j'étais même plus que... Je pensais pas que voilà, tu voulais faire autant. Et donc, je suis vraiment très honoré. Et moi, j'ai vécu une super aventure. Et donc ça, c'est le plus important. Et encore des belles rencontres. Donc, tout est parfait. Merci beaucoup à toi. Et puis, il y en aura d'autres, des belles rencontres. On va continuer d'aller chercher ces petites aventures aussi, parce que j'ai beaucoup aimé ça et je veux qu'on le refasse dans le futur. Donc j'espère que ça vous a intéressé, vous tous qui nous avez écoutés, qui êtes encore là, parce que je pense qu'on est à un échange assez long maintenant au global, mais pour moi c'était passionnant. Donc merci à tous, et puis on se retrouve pour un prochain épisode d'Endorphine avec d'autres invités. Merci JS. Merci à toi. Ciao.